merci d'être avec nous ce matin. Oui, je suis habillée ce matin encore par Authentique Millionnaire. Oh là 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 là. Migoma, Victor me dit à citer. Je peux citer? Melka, voilà. La citance. Bon, voilà. Donc, c'est juste une petite veste de rien du tout, hein, qui est faite avec du très bon kété, de très bonne qualité, un peu cher, mais bon. Sinon, là, tu vois, c'est le genre de tissu qu'on ne prend pas souvent pour faire une veste parce que c'est du tissu très cher. Mais quand tu fais ça, ça marche. Est-ce que tous les habits sont à ma taille? Oui, parce que souvent, quand vous les portez, ça vous... Oui, j'ai fait aussi pour que quand je porte, je puisse être à ma taille. Mais si tu veux porter, je peux. Moi, Mais non. Non, non, en même temps, il y a une floraison. Je ne sais pas, filmer pour avoir la petite taille. Oui, bah, bien sûr. Okay. C'est du sur-mesure. Ah, c'est du sur-mesure. Filmer pourra vous montrer des images de différentes... Des images prises avec... Donc, ah oui, c'est vrai. Des différentes couleurs de tissu, qui peuvent servir à faire ces genres de vestes ou alors ces genres de tout. Vous pouvez faire une jupe, ça peut... Tout, c'est... Bref, donc c'est mon bonjour à vous ce matin. Un bonjour très coloré. Victor, je vais rajouter quelque chose. Cette tenue-là, c'est souvent bon pour les vendredis. On peut aller au boulot avec. Oui. Ça vous donne des idées. Hein. Oui, mais même ça, pour les institutions qui sont... Oui, merci d'envoyer des images. Oh, Fimès, comme je t'aime. Ah bon? Ah oui, c'est dimanche. I love you, c'est un pi. N'en déplaise à Servet. Je ne le regarde pas. Je ne regarde pas Servet ce matin. Donc, voilà, tu vois, il y a différents coloris pour les pagnes qui peuvent servir à faire ces genres de tissus, de vestes. Voilà, vous n'en aurez que l'embarras, le gros embarras de choix. Comme ça, même on ne voit pas bien les tissus. Et puis voilà. Tu vois, les togbés et compagnie, voilà, c'est ce genre de tissus qui font... Je donnerai tout pour voir Servet dans ça. Dans Togbi, là. Quand c'est fait à ma taille, ça ira. Un jour, ma Davora Bona Servet. Non, ça, pardon, je peux pas. C'est ce que je dis, c'est Davora Bona dont je parle. Non, je croyais que vous parliez Non, Davora Bona. Comment on appelle les trucs là, les petits batakali là. Voilà, oui, c'est souvent mignon. Hein. Ah oui, je vais te faire ta taille. Il y en a qui mettent ça sur cravate. Attends que je te montre un beau truc. La boutique a... Moi, je l'ai déjà porté sous chemise, mais sans cravate quand même. On a fait des émissions ici avec. La boutique a habillé un présentateur. Vous savez comment cette histoire-là est venue de porter cravate, chemise, cravate sous Betekeli? Ranlis. Ah oui, Ranlis. Non. Qui, quoi? Il avait fait aussi. Non, c'est pas Ranlis qui l'a sorti. C'était Malcolm X. Batakali, Malcolm quoi? Malcolm X. Quand il est venu au Ghana pour la première fois, on lui a offert un batakali. Il a enlevé, il a ôté sa veste et il a porté là-dessus. Et c'est devenu une mode que les Ghanéens ont adoptée. Malcolm X? Oui. C'est possible. Non, j'explique. Quand il était venu au Ghana pour la première fois, on lui a offert un batakali. Donc il était en veste. Donc en veste, il a sorti, voilà. il a enlevé sa veste pour porter le batakali. Et l'on a trouvé que c'était beau. Et c'est devenu... Surtout quand les couleurs se marient bien. Oui, une mode au Ghana. Vous faites un bon mari, quoi. Sinon, le pain de l'honneur aussi, c'est pas mal non plus, c'est joli. Ta bouche longue, on dirait, je ne sais pas combien. Donc, on ne peut plus dire que le pain de l'honneur est joli. Là-bas. J'aime bien le marron. Et comment que je l'adore, ce pain. Sinon, le petit crocodile de Servet n'est pas mal non plus. Hello, viens. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu n'as rien dit. Longue bouche. Il y a un proverbe kabye qui dit ça c'est un proverbe kabye, ça. Proverbe kabye qui dit et nous invitons, nous accueillons le professeur Michel Goyako. Vous pouvez rentrer par là. Merci. Oh, j'adore j'adore le ce matin. C'est ça, normalement c'est ça, c'est vrai, doit porter ce matin. C'est pourquoi tu ne veux pas porter un truc comme ça? Qu'on a la même c'est ce débat. On est en train de faire ce débat, professeur. C'est ce débat-là qu'on est en train de faire. Remontrer les images qui ont provoqué le débat. Donc, ces genres de paille tissu, machin chouette.
Et puis voilà, serveur dit, oh oui, Maté Dono. On a indiqué la boutique où il peut voir tout ça. C'est une boutique qui est juste en face du collège protestant de Lomé, au bord de la route là-bas, et qui propose une myriade de pagnes de couleurs. De façon. Le numéro, c'est là qu'ils se font voir. Vous prenez la photo et puis vous appelez après. Le propriétaire doit se sentir content ce matin pour toute la pub que je lui ai. La propriétaire. Vous la connaissez? Ok. Apparemment. Professeur Wezon. Professeur Wezon, Il y a deux gars. On va parler, allez, on va voir. On va réapprendre comment on se salue chez les gains. Puisqu'on va découvrir la culture gain ce matin. Quand on arrive, on demande au Donyuendia. Et l'autre répond, mon Donyuendia tort. Si il a bien dormi, il répond comme ça. Au Donyuendia, ça veut dire, as-tu bien dormi? Qui demande ça? C'est celui qui reçoit? Celui qui est arrivé. Il demande à celui qui l'a vu, donc au Donyuendia. Et lui répond, mon Donyuendia tort. Est-ce que le jour est arrivé? Lui répond, oui, il est arrivé. Alors, et comment ça va? Et les enfants, et tout le monde va bien, etc. Les femmes, donc, on demande les maris, on demande les anciens. On va essayer. Alors, on y va. C'est lui qui est arrivé. C'est lui qui est arrivé. Eke mi ahomito, mi abevio, mi asron, mi togbo kumamo kwata. Et maintenant vous me demandez. Au fond. On lui demande à lui aussi ahomito. Togbo kumama maman. Mon messieurs me font que. C'est vrai que la kuoku. Mais akaini. Et toute la civilisation africaine. Eku chogwa ele yobe ne mi le jadu pe mi ya do pe ye do wele be fi ape me mi le mi do pe amea mi yona togbo yona maman be abe le au fond do maro wa yan be fonfon e le yin mi be fonfon. Oh, ceux qui sont morts ils font. Ah wa be fonfon e le yin fonfon do agbele la mena o mi un po e be agbe a e jona le fi po e vo ami won gba potole o le zan o le. C'est vrai qu'il va avoir peur de cette histoire là c'est en termes d'âme, nous les bio, mais togbo font maman font ma, mais quand les bio, mais togbo que les mi adomea, et puis togbo que joa. Mais togbo ils sont partis même. Et on veut. C'est vrai. Les morts ne sont pas morts. Et les mi c'est mais à Kemi du na mi abasan Kemi avait et pekpea, et ne o sokpe yodagbea, fidagbea. On a connu ton rené Venavio et même la guerre. Fida Befiensi, mais Millionnaire Wali. Oui, donc quand on prend la prière jeudi, on prend la prière jeudi, vendredi, on invite les combien? On invite les morts, et les ancêtres. Vous les appelez les morts, mais nous on dit les ancêtres. On les convie à venir communier avec les vivants. Parce que c'est une fête intergénérationnelle qui se poursuit. Ame ojoa udame ko legia onona du obe yakeke emi dua mi kankan da igba mi gba be mi nandudu togbe yon la ba no kudomi mama la ba no kudomi ba gbesi agbe ba gbe kemi le a mi le considérer be a o le kumi nto vone nke Kristo to gbonore emi Kristo hamia o gbona be abe ame kokko obe hame nono oui la communion des saints nono yi pomi ayami wona alors mi note po yovo be nous fions ouais mi wona me kokko hame nono et nous les po credo nyame obe je crois au monde visible et invisible. Donc le monde invisible nous le connaissons avant l'arrivée des Européens et nous continuons de vivre. Professeur, je voulais demander, vous qui êtes historien et scientifique, on a la chance donc que vous ayez les deux visions de la chose, la tradition, et ça se retrouve. Vous ne trouvez pas de bizarrerie, d'incohérence? Ah non. Ça se démontre, ce que vous dites là dans la tradition, le monde invisible qui est invoqué, qui existe, tout ça. C'est Servet qui est intéressé par la réponse. Ah oui, le monde invisible existe, les chrétiens y croient, toutes les religions révélées y croient. Et nous aussi, nos religions croient au monde invisible et que l'homme ne disparaît pas pour de bon. D'ailleurs, vous me regardez et puis demain on dit que je n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Et nous avons créé Dieu. Et Dieu est créé sous toutes ses formes avec différents noms d'une communauté à l'autre. Et dans ce cadre, il ne faut pas sous-estimer une religion par rapport à l'autre.
l'essentiel, c'est la loi de l'amour qui unit les uns et les autres et qui nous permet de vivre continuellement. C'est ça. C'est la plus grande loi. Puisque vous pensez que les morts ne sont pas morts, vous ne croyez pas dans la communauté, là, il n'y a pas de réincarnation. Ah, dans nos communautés, nous croyons fermement à la réincarnation. Il peut être là et ici. Il peut être là-bas et ici. Non, c'est l'humilité, ça. Quand nous disons la réincarnation, on dit l'autre qui est parti revient s'incarner dans un jeune qui naît. Ouais. Et nous disons, Adi Djoto, quand l'enfant agit de certaine manière, on dit attention, on va chercher son Djoto. Le Djoto, c'est celui qui était présent quand lui venait et que c'est cette arme qui s'incarne en lui. Ce n'est plus le corps réel, mais c'est un autre corps physique. Et des habitudes antérieures peuvent être ancrées dans le subconscient et qui reviennent dans certains comportements. Et il faut certains rites pour dissiper la façon de faire. Il faut le respect de certains rituels pour que l'enfant se comporte bien. C'est comme ça que nous croyons et c'est comme ça que nous fonctionnons dans nos communautés. Je n'ai pas bien compris. Celui qui revient là, il n'est plus là-bas, il n'est plus dans l'au-delà. Il est là, mais il se fait représenter ici. C'est une représentation. Okay. Il est toujours dans l'au-delà, il est dans la communauté des Togo et on peut toujours l'invoquer. Okay. Et puis la réincarnation chez nous, ce n'est pas seulement une personne. Nous disons, c'est lui qui était présent quand l'autre était conçu. Donc par conséquent, il est toujours dans la communauté des ancêtres, mais il revient pour d'autres expériences. C'est la communauté des anciens, là, donc quand on appelle les Grégor pour toute communauté, pour toute culture, c'est ça? Oui, ça dépend de quelle religion vous pratiquez. Il y en a qui parlent de Grégor et autres, mais nous disons, et il fait Tomé. Fait Tomé fait référence à Ifé, qui est la source donc, que citent les évêques, et fait Tomé. C'est le monde. Et chez les Gains, quand quelqu'un meurt, on dit et Iwrome. Ça, c'est le terme consacré plus ésotérique chez les Gains. Donc on dit l'ancêtre à Iwrome. C'est-à-dire qu'il est parti dans l'autre monde, le monde invisible. C'est ça qu'on a dénaturé en disant « Eyomea ». Ou bien non, ça c'est... Yo. C'est... Ok, d'accord. Oh, mais Yodo, c'est aussi, non? Yo, c'est quand il dit yo, tu es mort. Physiquement, tu n'es plus. Okay. Donc, Eyome. Et puis il y a le mot Yometien. Il y a donc... Quand on dit Yometien, c'est-à-dire la finalité, la mort, il est parti au pays des morts. Okay. Ce que vous devez retenir, c'est que toutes les civilisations ont leur culture, ils ont la façon d'appréhender le monde. Et nous, Gains, nous avons la façon d'appréhender le monde. Les Évés ont la façon d'appréhender le monde. Les Anglais ont leur façon d'appréhender le monde. Tout à fait. Et c'est tout à fait curieux, quand on faisait les obsèques de la reine, on a pris un bélier qui a été immolé. Oui, ce n'était pas une histoire, une fake image qui a circulé. Il y a un bélier qu'ils ont immolé. Un bélier qui est préparé depuis des années. Oui, le bélier. Donc ça veut dire que tous les hommes, où qu'ils soient, ont leur tradition. Et les traditions parfois se ressemblent d'un milieu à l'autre. Il n'y a que les Africains qui rejettent la leur, vraiment. Est-ce que nous rejetons ou bien... On ne connaît pas. Voilà, il y a surtout ça. Pendant longtemps, le système éducatif a considéré nos cultures comme des cultures sauvages et par conséquent, nous y sommes adaptés et on a dit, ah ça, c'est vaudou, ça, il ne faut pas, ne t'approche pas. Mais il y a le fait de la culture qu'il faut reconnaître. Quelle est notre culture? De quoi? Et nous disons, c'est le sang qui circule en nous et c'est ces pratiques culturelles qui sont liées à notre environnement. Et le vivre ensemble a besoin donc d'un certain nombre de règles et les règles participent à la culture de chaque communauté. La culture que tout le monde doit connaître pour le vivre ensemble, pour le nourrir. Il faut que je sache que aux Evala, les rituels qui sont faits, ça n'a rien de démoniaque. Que le Kabyé sache que Épé aussi, c'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils vivent leur monde. C'est comme ça, c'est leur essence. Et qu'on sache qu'en Motien, à Bobozan, il faut qu'on se connaisse. Que déjà, moi-même, je connaisse les rituels Kabyé, que j'en sois fier avant de connaître l'autre et que de l'accepter. Donc, on a commencé comme ça. Mais après, est-ce que les rituels ne peuvent pas évoluer? Les rituels évoluent. Dans toutes les sociétés, les rituels évoluent. L'homme n'est pas, je dirais, statique. Ouais, il est dynamique. Et dans ce dynamisme, il y a ce qu'on apprend de l'autre. Quand deux cultures sont ensemble, il y a toujours des approches. Moi, je dis, je suis Gain. Mais c'est quoi un Gain? Un Gain,
ce sont des migrants donc de la partie orientale, à partie occidentale du Togo, qui sont venus de la côte d'Accra, qui sont arrivés. Il y a encore des Gans qui étaient là. Nous étions des Gans. Arrivés ici, on s'est mélangé aux Khouida qui sont donc plutôt Adja, autochtones ici, et nous avions formé une nouvelle communauté que nous appelons communauté Gain. Et dans notre culture Gain, il y a beaucoup d'apports donc de Khouida. Donc il y a, nous disons par exemple vos vaudous, il y a les Adja vaudous et les Gain vaudous. Donc c'est l'ensemble là. Et cette culture Gain que nous avons a encore plus de richesse que la culture Gan d'origine. Et parce que notre rencontre avec les Khouida qui sont donc des Adja a enrichi, a créé. D'ailleurs, la langue que nous parlons, nous l'appelons Gengbe. Et de Gengbe n'est que l'Adja ou le Khoua mal parlé par le migrant Gan qui arrive ici sans femme, parce que c'est à la suite de guerre, qui a pris les femmes localement et a essayé donc de les charmer en faisant l'effort de parler leur langue. Et cette forme de parler devient la langue officielle, se structure le jour au jour pour être aujourd'hui le Gengbe qui a envahi le Togo. Donc le Gain qu'on parle au Ghana. À Niro, c'est une langue, on va dire, mal parlée. Une déformation d'une langue officielle. Tout à fait. On dirait par exemple une forme de créole. Et dans ce créole, il y a beaucoup d'apports. Nous avons des mots portugais, nous avons des mots même hollandais. Dans le Gain de... Par exemple, quand on dit doukou. Douk quoi? Doukou vient de douk, qui veut dire mouchoir en hollandais. Il y a quelqu'un qui a fait un travail sur... Gafo. Non, Gafo. Gafo. Quand on dit Gafo, c'est portugais. Loutou, portugais. Loutou quoi? Des Loutou. Oui. Que c'est portugais? Oui. Wow. Bon, professeur, je voudrais savoir, par rapport à l'origine des Gains, je crois savoir que les Gains sont venus d'Accra, mais je crois qu'avant de venir d'Accra, les patriarches, les ancêtres étaient de l'autre côté, au niveau du Nigeria. Il y a toute une tradition sur les évolutions donc, des populations dans notre zone, des migrations multiples. L'archéologie a démontré qu'un des centres de population ancienne donc, en Afrique de l'Ouest, c'est sur le plateau de Bauchi, donc au Nigeria. On a trouvé également des hamas qui sont donc autour de la capitale politique nigériane, très proche, qui ont des accoutrements qui ressemblent beaucoup aux accoutrements que nous faisons aux Adjifossi, etc., qui montrent qu'il y a quand même une certaine similitude, que des mouvements soient partis de là. D'abord, il y a un mouvement d'est vers l'ouest, et après de l'ouest vers l'est. Donc les migrations sont permanentes. Et nous avons également dans nos cultures assez d'éléments de rapprochement qui font qu'on ne peut pas dire que tel est ici et qu'une culture est pure. Toute culture est une culture en construction à travers les épisodes des migrations, à travers les contacts qu'on a eus ici et là avec d'autres peuples. Donc nous sommes tous de la même souche. Et si je veux rejoindre notre père spirituel, Tchekanta Diop, il dit, nous avons tous des racines d'Égypte. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Évidemment, il y a beaucoup de mythes sur la venue d'Égypte ou de Mésopotamie, mais que historiquement, nous n'avons pas vérifié. Mais il est clair quand même qu'il y a des éléments concrets qui montrent la similitude de la culture des différentes parties de l'Afrique. De l'Afrique avec le... Je me rappelle très bien, bon, pas très bien, mais de mes cours sur l'extension du fer, la classe de 5e, et que par rapport à la recherche du fer, nos patriarches ont quitté l'Égypte, et de l'Égypte vers le Nigeria par là, et puis d'aucuns sont partis vers le sud. Là, vous êtes en train de faire référence à la théorie du diffusionnisme. C'est ça. Mais il est démontré aujourd'hui par les travaux archéologiques que l'usage du fer est apparu simultanément à plusieurs endroits. Nous avons au Togo ici donc des lieux où le travail de fer a été fait, notamment à Bassa, mais il y a ce que vous oubliez, même à Tado. À Tado, quand on parle donc du travail de fer, les gens disent « Ah, ce sont des anciens », mais qui sont ces anciens? Il y a les scories de fer qu'on retrouve encore aujourd'hui, on les appelle Aguekpe. Mais Aguin, c'est le lutin, c'est
petit personnage, parce que les populations ne peuvent plus vous dire quelle est l'origine. Mais les traces sont là. Les travaux archéologiques que nous avions fait à Tado ont montré donc des ateliers avec des tuyères, avec des fours qui ont existé, mais que les populations actuelles ne connaissent pas. Donc, il y a Akpafou, dans le plateau de Dagne, il y a Bassa, il y a également du fer à Dapaon. Donc, il y a beaucoup de... Chez les Kabyles, les forgerons, ça y a des... Au Burkina Faso, il y a également un grand atelier donc, de travail de fer. Donc, l'usage du fer est une évolution de l'homme sur la Terre qui, à un moment donné, cherchait à rendre plus performants ses outils, a découvert, donc c'est une découverte simultanée par endroit. Donc la théorie du diffusionnisme, nous mettons du bémol pour dire qu'un peu partout où l'homme se trouve, il cherche à apprivoisonner son environnement, à l'utiliser à bon escient pour trouver les meilleurs moyens de produire et de vivre dans l'environnement. Alors, oui, quand vous disiez tantôt que le guin, c'est un créole, c'est une adaptation d'une langue initiale mal parlée. On a comme l'impression quand même aujourd'hui que ce créole a pris de l'ascendance sur toutes ces autres langues qui ont contribué à la créer. C'est une question de dynamisme des peuples. Vous savez, les peuples, les langues sont en guerre permanente. Et selon le dynamisme de certains groupes, leur parler peut finir par s'imposer. C'est ce qui s'est passé avec le Guingbé. Le Guingbé s'est imposé parce que les Gans qui sont arrivés et qui sont restés sur cette côte donc, ont eu des rapports avec l'étranger. Ils ont été surtout commerçants. Donc, ils ont sillonné plusieurs endroits. Beaucoup de villes à l'intérieur du Togo ont été créées par les Gans. Quand vous allez, par exemple, à Ngotien, Ngotien s'est développé suite à un noyau qu'on appelle Routo, donc la gare. Et c'est quand vous voyez les titres fonciers donc, de cette gare qui étaient là, ce sont surtout des gains, commerçants gains qui étaient là. Et à partir de là, ils se sont infiltrés dans les évêques qui sont là. Et finalement, la ville se développe. Même à Kara, quand on va à Kara, les titres fonciers des alentours donc, de l'ancien marché sont tenus par des gains qui sont arrivés là comme commerçants. Dans des Daxivera, on a un certain nombre de gens qui sont... Les Ohines, par exemple, il y a les Ohines à Kara. Ah oui. Qui se sont mêlés et évidemment, leur mère est Kabylie. Ils parlent Kabylie, ils ont des réminiscences sur leur père qui finalement est mort, est parti, mais ils ont encore des liens. Donc nous avons tous, nous sommes issus d'un mélange important. Et le Guingbé a fini par s'imposer au Togo, notamment à Lomé, parce que Lomé est essentiellement fondé de deux groupes. Le Lomé commercial. Il y a le Lomé d'abord donc des Adja Bey qui sont arrivés et qui ont formé le Bey. Mais comme dit un de mes collègues, ils ont tourné dos à la mer. Mais le Lomé ville commerciale a été le fait donc des Anglons. Il y a un groupe de V donc venus de Keta, de Dada Fiaou, etc. qui sont venus. Mais également des gains venus d'Anéhor. Et c'est eux qui ont monté. Donc, tous ces travaux-là, si on voit le foncier, on voit qui est propriétaire de ces endroits, on comprend la structure réelle donc, de la population, comment les gens se sont installés et comment des langues et des pratiques culturelles se sont imposées à tout le monde. Professeur, est-ce qu'il y a une différence entre le Guingbé et le Mina? Ah, grande polémique. C'est quoi le Mina? Quand vous dites Mina, ça n'a aucun sens dans nos langues ici, quand on dit Mina. George Fort del Mina. Vous avez trouvé? Donc, il y a un fort que les Portugais ont fait, Saint-Georges del Mina. Mais Mina, El Mina, en arabe, ça veut dire le port. Et ce port, El Mina. Mais les populations elles-mêmes n'appellent pas leur lieu El Mina. Oh, donc, c'est les étrangers qui ont appelé la côte El Mina, le port donc de El Mina. Et là, il y a eu un fort installé par les Portugais déjà dès au début du XVIIe siècle et qui a servi beaucoup dans le commerce sur cette côte. Il y a un groupe également qui a migré de cet endroit qu'on appelait Edina, qui ressemble un peu à Ného, où la rivière, le fleuve entre dans la mer. Et c'est là où on a construit le fort. Si vous allez encore aujourd'hui, vous verrez donc ce phénomène-là qui se ressemble tellement. Alors, quand ils sont là,
le groupe qui a quitté là-bas, c'est l'ère culturelle Fanti. Et les Fanti sont un groupe lié aux Akans. Parce que nous sommes dans l'ère culturelle Akan, qui s'étend en Côte d'Ivoire, qui couvre tout le sud du Togo. Le pays Ashanti est Akan. Donc ces Fanti également jouent un rôle important sur la côte pour le commerce. Ils sont assez rodés dans le passage de la barre. La barre, ce phénomène qui empêche les bateaux d'arriver jusqu'à la côte. Et donc, ils sillonnaient la côte, ils suivaient les bateaux négriers et ils se mettaient à leur service. Certains, parmi eux, se sont installés à Nehor, d'autres sont partis plus loin jusqu'à Ouida, donc ils sillonnaient la côte. Parfois, ils s'installent saisonnièrement et parfois, ils ont fini par s'installer. Et ce groupe qui s'est installé à Nehor, c'est les Zadjigo. C'est eux qui imposent aujourd'hui, qui s'appellent Mina. Mais d'origine, quand on pose la question, quelle langue vous parlez? Tout le monde dit, nous parlons Gengbei. Mais avec la colonisation, on a trouvé que le dire Mina est plus valorisant que Gengbei. Ça aussi, c'est une question polémique sur laquelle... Donc en réalité, c'est le Gengbei d'Anéro que nous parlons de façon déformée encore à Lomé. Parce que c'est pas pareil. Moi, je suis allé à Anéro, on m'a donné, je crois, 25 francs ou 100 francs dans leur langue là. Je me suis perdu. Non, complètement. Non, quand on dit 100 francs, comment on dit 100 francs? On compte plutôt sur 25-25. Ça, c'est aussi colonial. Pont de K, déjà dit pont de K, pont V. Donc, ça, au fond, c'est colonial. Il y a une forme de numération donc, dans le Gengbei que nous avons hérité qui fait que l'unité 40 a un rôle important. Quand on dit KV, ça veut dire 80. KV Tapo, ça veut dire 100. C'est 2 fois 40 plus 20. Tapo, c'est la moitié. C'est la moitié de 40. Oui. Voilà. Donc 100 en gain, ça fait KV Tapo. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça, on m'a dit. Moi, j'étais largué. Et 25 francs, vous arrivez encore. 25 francs. Nous avions Pono. Quand on dit Pono, c'est parce que sur ce billet, il y avait donc quelqu'un qui avait une bosse. C'était un animal bossu, donc Pono. Et ça s'est imposé, Pono. Kavetako, c'est gâté. Je suis achevé. Quand on dit que quelqu'un est mort à épée, Kavé, Chivé. Ça veut dire 82 ans. Le Chivé, là, c'est 2. 2. Kavé, Chivé. C'est pas aujourd'hui. Non, c'est une autre histoire à faire. Vous allez encore marcher. Chez moi, le monde dira pas quarantaine. L'oignon, c'est l'orange, tout ça, c'est pas quarantaine. Pas quarantaine. Et Kaemi prenne, c'est vrai. Donc, en gros, disons, quand on prend la culture, le Guinmina, les V de Lomé, c'est un mélange entre les V de la... Je vais vous faire une confidence. Nous sommes en train, un certain nombre d'intellectuels, de gens d'origine d'Anéro, en train de créer une académie du Gengbei. Parce que quand nous disons le Gengbei évolue. Il y a, dans toutes les langues, il y a des emprunts, des langues qui venues d'ailleurs, au point que le parler n'est pas toujours le même. Au début donc, du Gengbei, c'était très proche de l'Adja. Donc l'Adja sous la forme de Hua Hueda. Et les mots sont assez difficiles. Et vous verrez cette transcription dans la Bible Guin. Et c'est ce qui est en usage dans les églises catholiques, dans le Mono, au Bénin, à Aného, mais également, surtout, dans l'église méthodiste. Les chansons, etc., sont en Gengbei. Et ce Gengbei est plus profond. Des mots ont disparu. Et nous qui sommes nés à Lomé, etc., on ne parle plus le Gengbei pur. Mais il y a des structures que nous maintenons. Mais il y a un éveil parlé à Lomé qui prend plutôt l'accent du Gengbei et c'est ce que tout le monde parle. Un nouveau créole finalement encore. Oui. C'est-à-dire un mélange entre... Il y a lieu donc de normaliser et de voir quels sont les mots qu'on va adopter. Et c'est ça la mission donc de cette académie, pour voir comment normaliser cette langue. Parce que finalement, tout le monde la parle. Mais on n'a pas toujours les structures. Il y avait une vieille grammaire donc, du 18e, 19e siècle faite par un Portugais sur le Gengbei, qui existe encore aujourd'hui. Nous avons quelques copies. Le professeur Gaïbo en a, il y a d'autres. Donc, il y a également eu un certain Johnson qui avait fait un travail, donc le Kovive Gengbei,
Donc, un document qui existe, mais il faut aujourd'hui, si on adopte, parce que le problème de langue nationale, c'est un problème délicat. On dit, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que c'est le V? Mais tout le monde finit par parler le Guingbé. Même quand vous allez à l'intérieur, ce n'est plus le V en tant que V, et avec la pureté. Et même le V, il y a plusieurs variantes de le V. Oui, bien sûr. Les B ne parlent pas de la même manière que les gens de Mochen. Les Anglos ne parlent pas de la même manière que les gens donc, de Daï. Hein? Même les gens de Palimé, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Allez, parlons de mots, professeur. On va un peu faire une excursion dans le mot. C'est un article qui a été déjà fait sur le sujet. Merci, Léonard, de l'avoir cherché. Au Togo, quand vous allez chez la vendeuse de com, vous entendrez certainement des clients dire « Nam sablé vide pe ». Donne-moi encore un peu d'oignon. Il s'agit de tranches d'oignon cru que nous dégustons avec ce plat de pâtes habillées. C'est un des noms du célébrissime Komalo. Le mot sablé est la transformation de cebola, portugais. On dit aussi sabala. Donc sablé, c'est portugais. Purée. Donc vous parliez tantôt de fourchette, de garfo. Le mot portugais, c'est garfo. Et nous, on parle de garfo. Voilà, sans doute venu du portugais. Parce que nos aïeux, on peut présumer qu'ils mangeaient avec les doigts. Oui, c'est un peu normal. On n'avait pas cet outil-là à l'époque. Et aïonné suit, mettez de l'ail à suffisance. C'est une expression connue au pays de Mlapatra, Togoville. La similitude entre le mot portugais désignant l'ail avec notre aïo national ne saurait relever du hasard. L'un est le père, sinon le grand-père de l'autre, dit l'article. Les Lusitaniens disent allo. Bon, je ne sais pas comment on prononce, c'est A-L-H-O. Alho. Un truc comme ça. Bon, on va demander à Cristiano Ronaldo de nous aider dans la prononciation, mais ayo vient du portugais. Les matins, dans les villes togolaises, vous pourrez voir prendre du pain avec de la salade. Salade, ça vient d'où? L'article a regroupé la salade de Lomé, on l'appelle salada, tout comme les compatriotes de José Mourinho. Portugais, salada. Donc ça vient de là. Salada. Et le moyo, là, les Loméens, les Cotonois, on dit souvent, on parle de moyo, la sauce moyo, faisant référence à une très délicieuse sauce tomate que Cervelle n'a sans doute pas encore goûté avec de la pâte, puisqu'il ne mange pas de la pâte, Cervelle nationale. Alors, c'est une grave tautologie. C'était dans l'article. On appelle ça note de la rédaction. Note de la rédaction. Alors, quand on dit sauce moyo, l'article nous dit que ça relève d'une grave tautologie parce que le mot portugais, sauce, c'est moyo. M-O-L-H-O. Donc, sauce, c'est moyo en portugais. Donc, quand on dit sauce moyo, ça dit qu'on dit sauce. Donc, moyo, c'est portugais. Moyo, ce n'est pas... machin, on va continuer. On dira, je veux un peu de moyo et non un peu de sauce moyo. Pas de sauce moyo, mais de moyo. Abouné Kevi, lorsque nous étions enfants, nous aimions cacher nos poupées et tous les enfants habillés d'une certaine manière étaient traités de abouné Kevi. Quand on était des kankoumé, c'est dans le cas des poupées. Alors ce mot abouné Ke vient du portugais boneca, qui désigne la même chose, boneca. Nous avions en partage donc les abonnés qui est la passion de la galette de moelle de coco. Bon, la galette appelée concada. Oh, j'adore ça. Bon, toi, tu ne peux pas manger, c'est trop dur pour... Concada, j'adore. C'est arraché avec une galette d'arachide avec de la caramel, du sucre cuit. Alors, oui, les succulents, les Portugais aussi sont passés par là, car à l'origine, ils appellent ceci cocada. La même chose, cette même galette, cocada. Et on l'a transformé. Alors, ça vous étonne ou comment? Je ne sais pas. Oui, non, on sait quand même qu'il y a des bucketis, il y a plein de choses. Gossimiti, Capita, Gossimi, tout ça, on sait même. Beniglan. Finalement, nous avions aussi une façon d'appeler ces endroits, finalement, qui a disparu au profit de l'appellation du blanc. Plengo, par exemple, pour désigner le clou. C'est prego en portugais, qui a dû être déformé en plengo. Donc finalement, hama alors. Le hama également. Hama également. Le saka également. Le saka du menuisier. Et même le flower. Le flower également. Nous n'avions pas nos mots pour ces objets avant. Ça a disparu aujourd'hui, on ne sait pas. Hein? Voilà. Donc je peux vous expliquer un peu. Pour cela, les travaux de notre collègue et maître Bolouvi,
professeur Bolouvi, les Béné Bolouvi, ont porté surtout sur les mots d'origine portugaise et brésilienne. Quand nous disons portugaise, l'influence que nous avons eue sur la côte du Portugal, c'est plus par le Brésil. Et vous savez que en 1835, il y a eu la révolte des Malais et beaucoup d'anciens esclaves sont revenus sur notre côte s'installer. D'où les noms à consonance portugaise da Silveira, d'Almeida, d'Oliveira, d'Orego, etc. Tous ces noms, donc ce sont des gens qui sont issus de la diaspora africaine partie et revenue avec une autre culture. Cette autre culture était vue par les autochtones comme une culture supérieure, étant donné qu'ils se sont frottés à d'autres cultures. Et leur parler qu'ils amènent s'est imposé dans le parler du quotidien, donc du Guingué. C'est ainsi que beaucoup de mots nous sont revenus, et même des mets. Quand vous parlez de cocada, etc., aujourd'hui, tous ces mets, il y a le fechouada. Qui connaît le fechouada? Vous avez déjà mangé une fois le fechouada? Bon repas qu'on fait avec du haricot rouge, de la viande, de l'huile. C'est très succulent. Et on mange également ça avec des crabes farcis. Donc nous avons beaucoup de mets qui nous viennent donc de cette rencontre entre la civilisation africaine qui est partie en Amérique avec les Portugais, les maîtres portugais. Donc ça a transformé et cela est revenu donc chez nous et nous l'avons adopté, c'est entré dans notre langue. Donc c'est pourquoi je dis, une fois que deux cultures se mettent ensemble, il y a toujours une interprétation, interpénétration, au point qu'une culture peut devenir la culture dominante, mais elle est dominante sur certains plans, mais elle a emprunté. Donc les linguistes parlent donc des emprunts. Donc il y a beaucoup d'emprunts dans notre langue guingué. Maintenant on oublie les mots originels, comme on appelait plingo bien, il n'y avait pas plingo avant. Le sablé, comment est-ce que ce légume on l'appelait avant, comment, je sais pas, on ne sait plus. L'ail, aïoua, les camions ne sang me le voit sur toi avant. C'est fini, c'est mort. Mais il y a certains mots qui encore, je crois, et le cimetière c'est Amédibom. Amédibom. Le parfum c'est anouetre ou anouetre, même ce mot anouetre n'est pas un mot. Mais finalement nos mots c'est lesquels? Je crois que Flower aussi s'appelle Sepopo. Sepopo aussi on l'a gardé. Évidemment, c'est là le rôle de l'académie. Il y a l'académie EV qui ne fonctionne plus beaucoup, ils sortent parfois des calendriers, etc. Mais il est temps que les autorités prennent en compte. Parce que vous voyez, nous avons un problème majeur dans le système éducatif. Il y a cette dualité entre la langue que nous parlons dans nos maisons, la langue d'enseignement, ce qui fait que les enfants ne se retrouvent pas toujours. Et nous avons pris la sale habitude de dire « Hé, mon enfant, est-ce que... » Alors, on veut parler... Bonjour, bonjour, chérie, on dit « Merci, Popo, Monsieur Popo. » J'ai eu, dans ma fonction, parce qu'après ma retraite, je tiens un établissement scolaire où deux parents qui amènent leur enfant à inscrire au jardin d'enfants disent « Ah, ici, on ne parle pas français aux enfants, donc nous allons les emporter. » Ailleurs. Okay. Or, ces deux parents sont qui? Ils sont plutôt des Naoudoum, des Naoudéba. Des Naoudéba qui ne parlent pas leur langue à l'enfant, mais français. Mais on parle français. Vous faites yovo. Chubu. Tout ça, je crois que c'est des choses à corriger pour que nous puissions nous retrouver. Parce que tant que l'enfant ne se retrouve pas, les citoyens ne se retrouvent pas, eh bien, ils sont perdus. Et tout ce que nous faisons, on va le faire dans l'intérêt de l'autre. Il y a ce que nous appelons donc une forme d'expatriation tout en étant chez soi. Et ça fait que nous n'avons pas notre identité. On n'a plus de culture. On n'a pas d'identité. C'est fini là. Il faut cultiver notre identité. D'où l'intérêt d'avoir une académie qui étudie la langue, qui standardise les écrits, les parlers, les différents mots, pour qu'on mette à la fois les mots originaux avec lesquels on désigne les choses, et adopter de nouveaux mots contenus. Parce qu'il y a des réalités scientifiques et autres où nous ne pouvons pas utiliser forcément notre langue, parce que ce n'est pas notre réalité, mais il faut l'adopter et l'adapter pour qu'on puisse l'utiliser. Donc il y a un grand travail à faire de manière à retrouver une identité qui soit la nôtre. Et que ce n'est pas que linguistique, hein. Cette identité-là, ce n'est pas que sur le plan de la langue, c'est que sur ces flux. On est dilué aujourd'hui, dilué, fini. Et de plus en plus, on ne fait pas ce travail. Les générations qui passent
transmettre cette bribe diluée. Dans un moment, on n'aura plus rien. Non, c'est la dynamique. Parce que nous-mêmes qui devons transmettre quelque chose aujourd'hui, on n'a rien à transmettre, on ne sait pas. Mes enfants n'auront... Qu'est-ce qu'ils auront à transmettre à leurs enfants? Moi, j'ai parlé, il me souvient avoir parlé ma langue kabyé fluently dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que l'habitude, parce que je ne parle plus kabyé de manière assez courante. Quand on parle, je comprends, mais je ne peux pas répondre fièrement en kabyé. J'aime bien parler kabyé à mes enfants. Et là, si je parle ce kabyé bancal à mes enfants, ils vont transmettre. Déjà, on ne va pas se comprendre. Et c'est le bancal bizarre qu'ils vont transmettre à qui? Dénaturé à leur façon aussi. Si on aussi. ne fait pas sous-travail assez tôt, on ne va plus se retrouver. Non, moi je trouve que c'est naturel. Mais comment faire ce travail quand l'école où vous allez, vous n'avez rien à vous, l'histoire que vous faites, on n'a rien à... franchement, vous vous exprimez dans la langue qui n'est pas votre Nos langue de ancêtres, base. les Gaulois. Il y a tellement de choses. Il ne faut pas être pessimiste. Il y a des efforts, Oui, il y a longtemps. efforts qui se font. Oui, il y a mais on n'en longtemps, fait pas que ça se passe ainsi. Et ça ne s'améliore pas si vous devez être objectif. Non, ça ne s'améliore pas. Je voudrais juste s'aggrave ouvrir plutôt. une parenthèse, si vous Ça voulez. s'aggrave plutôt. Permettez-moi que j'ouvre Non, une non, pas de parenthèse. parenthèse. Ça s'aggrave plutôt. Professeur, a dit, en effet, quand on dit « je vends », qu'est-ce qu'on dit? C'est « medrana », non? Non. Laisse ça. Oui, en effet, En Nébé, on dit Ndrala. Le vendeur, le vend. c'est nous Ndrala. Ndrala. Maintenant, Nous, quand ça je fait. dis je vends, je dis me dira quelque chose, non? Et c'est ce qui fait que les Daoussa s'appelle les Medira. Ok. Parce que en Medira, prononçant Medira, mal, Medira. je vends, c'est Medira, devenu Medira. Medira. On les appelle Medira, Medira. Medira. Mais en fait, c'est eux qui disaient aux gens, je suis en train de vendre quelque C'est eux qui chose. disaient dedans, Medira. Medira. Et puis, en prononçant mal, c'est devenu Medira. Ça, c'est pas mes attention. L'historien va nous le confirmer ou nous l'infirmer. Mais quand on dit Megida, en Aoussa et autres, ça veut dire jeune homme. Medira en Aoussa? Medira veut dire jeune homme en Aoussa. Je ne connaissais pas. Et il y a pire. Hein? Donc, ça se transforme. Donc, au fond, vous savez, tout le monde essaie d'aller en supputation pour dire ceci. Mais Medira, non, je ne crois pas. Donc, c'est Medira qui est jeune homme. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous voyez des gens qui vendent du thé ou des trucs là, ou du café là. Souvent, ce sont des Guinéens, il paraît. Moi, j'ai appris ça. Guinéens, Des le Guinéens. thé. Et beaucoup de Guinéens s'appellent Diallo. Oui. Les gens Cafétéria, je vais manger chez Diallo. Voilà, on dit finalement, c'est notre Diallo. C'est-à-dire, c'est lui qui nous vend du thé. Oui. Finalement, le vendeur du thé est appelé Diallo. Oui. Les cafétérias, les machins d'Espagnol, c'est tenu beaucoup par les Guinéens. Donc, je vais chez Diallo pour manger. Exactement. Même si ça ne s'appelle pas Diallo, on va chez Diallo. Oui, ça fait partie des pratiques. Hein. Il y a des pratiques. Professeur, on revient un peu sur la tradition gain. Ouais. Tradition gain à travers la pierre, la prise de la pierre sacrée qui augure la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe en amont, avant les cérémonies? Qu'est-ce qui se passe en amont? D'abord, c'est quoi? Pourquoi on fête? Pourquoi on célèbre cette fête? Cette fête, pour nous, c'est conforme à notre calendrier. Avant l'arrivée des Européens, nous avons un calendrier. Oui. Et toutes les communautés sont des communautés où la vie est cyclique. Les choses se renouvellent, d'où l'intérêt donc d'avoir un calendrier. Et étant donné que nous sommes une civilisation agraire, on a un calendrier agraire lié aux produits que nous utilisons. À l'agriculture, donc, le PEP pour le gain, c'est le renouvellement de l'année. Et nous avons donc l'année lunaire qui fait 13 lunes. Le dernier jeudi de la 13e lune, c'est à ce jour-là qu'on fait donc la prise de la pierre. Et la prise de la pierre, ce n'est pas encore la nouvelle année. La prise de la pierre termine l'ancienne année et donne les augures pour la nouvelle année. La nouvelle année chez le gain commence donc le jeudi de la prise de la pierre sacrée. Il y a le vendredi où on fait les cérémonies donc pour les jumeaux et la nuit, on invite les ancêtres à venir communier avec les vivants. Et le samedi, on mange le yakaeke qui est le plat donc communautaire où tout le monde vient manger à satiété, le plat de la communion.
communautaire. Et le dimanche, c'est le premier jour de l'an où nous souhaitons les vœux pour la nouvelle année. Alors on dit, donc il y a toute une formule pour saluer. Et dans cette formule, nous trouvons des mots gants, nous trouvons des mots éve, et tétine nagbe, et tekane vumble, etc. Donc il y a... On les souhaite pour les récoltes, pour les prochaines récoltes, oui. Dans cette civilisation, le plat que nous prenons, donc, on prend donc, le maïs, on mélange, mais le maïs encore que ce n'est pas un produit de chez nous. Le maïs a été introduit. Le maïs? Oui. Nos communautés mangeaient plutôt du mil et lit. C'est pourquoi on fait l'ira. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas mangé en gangue, il dira, donc, l'année, je reviens... Élie, c'est petit mil, c'est ça? Oui, c'est un petit mil. C'est pas sorgho. Non. Non, le sorgho, c'est le rouge. Le rouge, petit mil. Quelle est la différence? C'est le rouge. Évidemment, tout cela se mélange. Il y a plusieurs variétés finalement qui sont... Mais donc on n'avait pas de maïs chez nous. À combien on mange aujourd'hui avec maïs? Le maïs a pris de l'ampleur avec l'arrivée des Portugais qui ont amené donc, de l'Amérique latine, etc. Évidemment, il y a tous les progrès liés à la biogéographie qui fait qu'on a un peu partout les produits. Mais il y a certaines choses qui se mangent ailleurs que nous ne mangeons pas. On les a chez nous, mais on ne les cultive pas. C'est après que ça se développe et on commence par les cultiver. Donc, le monde tel qu'il est, avec la géographie, etc., il y a des choses de notre culture, il y a des choses que d'autres... La pomme de terre, ça ne se mangeait pas en Europe au départ. C'est... Quand c'est venu donc d'Amérique que c'est adopté aujourd'hui, tout le monde mange pommes de terre, on fait des frites. Donc, quand je parlais de l'année lunaire, je reviens. Donc, tous, nous avons donc notre forme d'année et on célèbre une fête qui est au fait une fête de moisson. Comme un peu partout dans toutes les communautés aussi. L'église ici, c'est ceux qui font donc mangent de l'igname, ils font odontou à Tapamé. C'est la fête pour célébrer l'année. Les Huno, etc. font le Djaou. On dit Djaouzan. Et à cette occasion, donc, on offre la nouvelle culture aux dieux pour leur demander de féconder très bien la terre pour que la nouvelle récolte que nous aurons l'année prochaine soit bonne, etc. C'est comme ça. Donc, c'est le passage d'une saison, donc d'une année à l'autre qu'on marque comme ça. Donc, chez les gays, nous le marquons de cette manière-là. Notre origine, on ne prend pas de pierre sacrée. La pierre a été plutôt une création locale ici. À Accra, ils font le homoou et ils font la fête, ils mangent le sopor de quelqu'un là-bas, mais ils ne prennent pas la pierre sacrée. Donc la pierre est conçue plutôt dans cette zone. Alors qu'est-ce qui se passe en amont? Nous sommes une société de progrès comme toute société. Il n'y a pas de société qui cherche. Les gens disent, ah, la pierre est blanche, blanche, blanche. Non. Il y a donc dans la forêt sacrée les devins qui se retrouvent pour dire, sous quel auspice nous allons entrer dans la nouvelle année. Ça veut dire qu'on a fait le bilan, cette année, ça ne va pas. Donc on demande. Et la langue donc, des vaudous chez nous, c'est le Fa. On consulte le Fa. On voit sous quel auspice. Donc alors sort le poli. On dit, avec ce poli, voilà ce qui peut se passer. S'il y a danger, aucune société ne veut aller vers le malheur. Donc on demande à conjurer. Quelle cérémonie faire pour conjurer? Et à partir du moment, si la cérémonie peut permettre de conjurer, la pièce sera toujours blanche. Ok. Mais s'il y a des dangers, il y a des choses persistantes, on dit attention, donc elle ne peut pas être blanche, il y aura peut-être beaucoup de pluie, d'inondations, il y aura des dangers, etc. Et ça permet donc de déterminer la couleur et le message que l'on donne pour que toute la communauté suive ces règles de manière à ce que nous vivons en harmonie avec notre nature et entre nous. Tout ça conduit vers le vivre ensemble. Donc, chaque année, il y a ce renouvellement donc, du vivre ensemble, des règles du vivre ensemble qu'on établit pour la communauté gay. Et je crois bien que ça existe pour toutes les communautés, que ce soit chez les Kabyles ou autres. Les rites initiatiques sont des périodes donc, de passage d'une année à l'autre. Et avec les classes d'âge, on fait l'initiation, on les prépare pour défendre la communauté en cas de crise. Évidemment, avec la paix coloniale, il n'y a plus les crises d'antan, mais nous avons toujours cette pratique, ces anciennes pratiques qui continuent de faire cours et qui font la cohésion de nos sociétés.
nous n'avons pas de constitution comme on l'écrit en France, mais tout cela participe à notre coutume. Donc les coutumes, au fond, c'est ce qui constitue donc notre patrimoine constitutionnel et qui permet de vivre ensemble, qui permet le respect des différentes règles. Malheureusement, nous n'avons pas pu les adapter pour en faire un système à vendre ailleurs. Nous avions adopté le système apporté par la colonisation, on dit la constitution, etc. Et c'est ça qui explique tous les problèmes fonciers que nous avons, où il y a un double langage. Nous avons nos lois africaines, nos coutumes africaines, et puis à côté, il y a ce qu'on appelle le droit positif, donc qui n'est pas toujours en conformité avec notre pratique culturelle. Donc, nous sommes dans cette ambivalence. Il est temps que nous puissions réfléchir, voir à travers notre identité, comment concevoir un pouvoir politique qui soit propre à nous et auquel tout le monde se soumet volontiers. Parce que l'État ne naît qu'à partir du moment où se dégage un pouvoir politique et les gens acceptent de se soumettre à ce pouvoir et de contrôler pour permettre un vivre ensemble collectif. Alors, même pas que le pouvoir politique, pas que sur le plan politique, même le projet de développement, comment on doit se développer, qu'est-ce qui doit faire notre priorité, on l'adapte. C'est pas de chez nous, quoi. On copie l'extérieur, on n'a pas les mêmes réalités, fondamentalement on les a pas, mais on veut agir comme les autres. Et parfois, on saute d'autres étapes. Et pas parfois, très souvent. Voilà, du coup, on ne s'en sort pas et on ne s'en sortira pas. Ça, c'est pas dans la maison, on ne trouvera pas un moyen, à nous-mêmes, propre à nous-mêmes. J'aimerais revenir sur... Professeur, est-ce que le décompte, le calendrier traditionnel, il se retrouve pareil dans toutes les sociétés, finalement? Au Togo, par exemple, puisque les fêtes de moisson, puisque le calendrier, finalement, j'ai compris que ça a trait aux périodes de culture. Oui. C'est dans la même période qu'il y a toutes les fêtes, tous les ans, les Molouzans et Tézans, au Donchu, ça c'est la danse du feu. C'est dans la même période que tout ça se fait. Donc, ça dit qu'on a les mêmes calendriers. Normalement, chez nous, ça se retrouve un peu. Sur la base de quoi se fait le calendrier? Non, je ne parle pas du calendrier authentique, un autre calendrier dans nos communautés. En vous posant cette question, c'est pour vous amener à comprendre qu'au fond, un calendrier est lié à l'évolution de la saison. Le soleil, les pluies, c'est ça qui permet la culture. Donc, et c'est les mêmes choses. Il y a des variantes parce qu'il y a des nuances climatiques ici et là. Et au Togo, par exemple, dans le sud Togo, nous avons donc un climat subéquatorial avec 4 saisons. Il y a deux saisons des pluies, petite saison et grande saison. Et puis, donc, on peut avoir des nuances. Au nord, on a donc la grande saison sèche et la grande saison, donc une saison. Donc, les nuances se retrouvent là. Mais selon chaque communauté, comment vit la communauté au quotidien, donc leur calendrier, ils établissent en conséquence. Parce que c'est dans ce calendrier également qu'on prévoit les activités sociales. On ne peut pas faire des funérailles au moment où on va au champ. En pleine année scolaire non plus. L'année scolaire, ça c'est déterminé par d'autres personnes. Oui, d'autres personnes. Mais ça influence notre façon de faire. Il est clair qu'on s'adapte au climat, on s'adapte aux saisons, et c'est tel que les saisons se passent que l'on établit les calendriers. Oui. C'est pourquoi, évidemment, on peut avoir des ressemblances d'une zone à l'autre parce qu'il n'y a pas de grande nuance climatique d'une zone à l'autre. Là, je reviens un peu sur ma question de départ au niveau des rites. Là, j'aurais appris que les pierres sacrées avaient été ramenées du Ghana. Est-ce vrai? Au Ghana, à ma connaissance, quand il y a eu l'immigration. Mais il y a un fait, quand nos ancêtres ont quitté le Ghana, les gants qui sont encore là autour d'Accra, parce que quand vous allez à Accra, dans la ville d'Accra, vous pouvez demander à aller à Accra. Parce que Accra, c'est la côte qui est Accra. Accra aujourd'hui, la ville s'est étendue aujourd'hui, comme nous parlons de Grand Lomé aujourd'hui, donc la ville s'est étendue à d'autres zones, au point que, arrivé dans la capitale ghanéenne, vous pouvez demander à Accra. Accra, c'est sur la côte. Par exemple, moi, à Koué, nous sommes des Simpé, et les Simpé existent toujours. Quand vous allez à Accra aujourd'hui, et au niveau donc de James Fort, nous avons donc notre royaume là-bas. D'ailleurs, pour les cérémonies que nous venons de faire chez nous, notre chef d'Accra
est venu, nous avons toujours des liens épistolaires entre la communauté ici. Et eux, quand nos ancêtres sont partis, ils sont partis avec un certain nombre d'attributs royaux. Et ils nous appellent Aïbé Djoulon. C'est-à-dire que les Aïe a refusé et c'est les voleurs que nous avions volés, sièges et autres, c'est ceux dont on parle. Et puis c'est péjoratif, Aïbéto. Le terme est resté encore. Donc ça veut dire que quelque part, en partant, il y a un certain nombre de choses que les anciens qui sont partis ont pris avec eux. Mais est-ce que la pierre fait partie? Je ne saurais vous le dire. Surtout qu'eux, là-bas, aujourd'hui, ils ne prennent pas de pierre. Oui, maintenant, il y a juste une pierre ou il y a plusieurs pierres avec plusieurs couleurs et quand la division... Alors, il y a également, quand je parle ici, il y a des éléments donc, de la culture que chaque culture cherche à garder secrète. Il n'y a pas lieu ici de dévoiler. Voilà, il y a plusieurs pierres, il y a ceci, il y a cela. Non. Mais tout ce qui est important à savoir, c'est que on ne détermine pas la pierre n'importe comment et que ce sont les devins, les grands devins qui se retrouvent tout autour pour réfléchir sur la communauté. Quand on y va, on prépare toute la nuit et dans la journée, donc, les devins sont là, on consulte l'oracle avant de déterminer la couleur de la pierre. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Oui, mais après, il y a des faits, qui ont posé, il y a des faits qui ont quand même pu prêter à polémique des fois par rapport à... Il y a des faits qui ont pu prêter à polémique quant à finalement la couleur de la pierre. Quand la pierre et puis l'habillement des prêtres et de tout ça peut être un jour, une année assez harmonieuse. En avance, ils ont porté les mêmes couleurs d'habits que les pierres qui sont allées trouver dans la forêt. Et tout était bleu. Vous savez, toute société... C'était bizarre, les oracles ont été comme toutes les sociétés, à des moments donnés, entrent en conflit. Et les conflits sont liés aux intérêts individuels. Parce que nous avons l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Donc, certains intérêts individuels peuvent amener la désharmonie dans la communauté. Voilà. Mais les règles établies par tous sont là. Mais il ne faut pas interpréter ces désharmonies comme les éléments structurels. C'est vrai que la prise de la pierre sacrée, à un moment donné, et ça, je reviens au premier débat que nous avons, c'est-à-dire la volonté de gain, etc. Il y a un moyen donc, de calculer les jours, selon les saisons, etc., selon les lunaisons. Et ça ne tombe pas sur les mêmes moments. Mais le fait que c'est devenu commercial, les touristes vont venir ici et là, on a parfois cherché à changer, à agir sur le cours des événements, et ça crée des conflits sur ceux qui sont conservateurs et ceux qui veulent renouveler pour un certain intérêt. Et ça, c'est inhérent à toutes les cultures. Donc, on ne doit pas en faire l'élément majeur qui... Non. Je crois qu'il est clair qu'à des moments donnés, en pays gain comme ailleurs, il y a eu des conflits sur la date. Et le système de datation, donc, nous avions fait un effort, une équipe de chercheurs, pour voir comment on calcule. Parce que ce sont les devins qui font les calculs pour savoir sur quel jour ça doit tomber. Les lunes, etc., ils font le truc. Donc, et la ressemblance, c'est un peu sur... les religions judéo-chrétiennes. Pâques ne tombe pas toujours au mois d'avril. Non. Même Ramadan et Tabaski. Pourquoi on ne se pose pas cette question? C'est le même principe. C'est la même chose. Le même principe lié aux mois lunaires, qui ne sont pas comparables avec les mois ordinaires. Et quand on calcule Pâques, aujourd'hui, cette année, la prise de la pierre sacrée est allée jusqu'en septembre. Vous voyez, par rapport à Pâques était suffisamment avancé en avril. C'est comme ça que les choses changent et c'est souvent donc les lunes, donc les devins, ceux qui utilisent donc cette science cosmologique qui essaie donc d'établir. Et nous avons voulu scientifiquement établir. Il y a un travail qui a été fait par un chercheur à Djakli qui a établi les dates jusqu'en 2010, mais depuis il n'y a pas d'ouvrage. Donc nous avons essayé donc de déterminer les règles. Les règles scientifiques que nous avons utilisées, nous avons fait trouver un décalage d'une semaine par rapport à la date qui a été utilisée cette année. Mais on pense qu'à une semaine près, c'est pas mal. Ça passe. Ça veut dire que la méthode, nous la connaissons aujourd'hui. Comment on calcule, nous pouvons donc déterminer. Alors, je voudrais savoir rapidement un téléspectateur qui dit oui, effectivement, que Medjira, attends, je vais lire déjà, il dit Megida est un mot Haoussa qui veut dire propriétaire de maison et par extension patron. En effet, nous disons à Péton. Et il y a un autre qui dit, ils appellent Medjira, ça veut dire autochtone. Donc ça rejoint
ce que l'autre a dit, autochtone et propriétaire. Voilà. Donc, merci pour vos apports. Vous savez qu'on fait l'émission ensemble, c'est bien que vous réagissiez souvent. Parlons des divinités chez les Guins. Je crois qu'il y en a 3, du moins les 3 principales qu'on connaît. Parlez-nous un peu de ces divinités. Il n'y a pas que 3. En pays Guin, disons les 41 divinités Guin. 41 divinités. Et ce chiffre est un chiffre symbolique. Mais les grandes cérémonies de Pesoso sont commandées par 3 divinités. Il y a la divinité mère qui est donc Mama Kole. Et puis il y a Atasakuma. Et puis Atasakuma, c'est représenté par la pirogue, la pagaie, c'est lui qui conduit donc les dieux, parce qu'on estime que les dieux vont en mer et reviennent, et c'est Atasakuma qui les conduit. Il y a Atakpesu, donc c'est les 3 grandes divinités. Mais il y a d'autres divinités. Moi, par exemple, la divinité de ma collectivité, c'est Agban Yedi. Et quel rôle nous jouons? Avant d'aller à la forêt sacrée, on fait un tour chez nous, donc à Degbenou, et nous donnons à Boda, donc le maïs bouilli avec coco, que l'on consomme au moment donc de faire les oracles, en traversant la rivière, le système lagunaire pour aller à Glidji, en quittant Anéro, parce qu'on quitte d'abord Anéro avec la Clément. La Clément, c'est un petit tambour qui ouvre l'année, parce que avant de célébrer, nous avons une période d'interdit. On dit c'est dodo, où on ne doit pas jouer de tam-tam. On ne doit pas faire de bruit, même les enterrements se font. On ne doit même pas faire de funérailles, on ne doit rien faire de réjouissance. On peut enterrer, mais sans boucan. Donc voilà, donc le c'est-dodo. Et quand le jour arrive, le jeudi là, donc on ouvre les cérémonies et c'est la Clément qui est jouée de la pirogue de Jossi. On l'amène, on passe par Degbenou, on fait le tour jusqu'à Glidji et c'est ça qui ouvre solennellement donc la célébration de la nouvelle année. C'est comme ça que ça se fait. Donc, il y a ces 3 dieux qui concourent, mais tous les autres, les adeptes des autres divinités, 41 divinités, viennent. C'est clair. Évidemment, quand on liste les 41 divinités, il y en a qui sont dans des divinités reconnues comme ça, mais il y a eu une démultiplication qui se fait. Il y a Pesou, par exemple, il y a différentes Pesou. Bon, vous verrez également toutes les religions Adja qui s'interpellent. Par exemple, nous disons Dan, le serpent, vaudou Dan, c'est plus Adja. Il y a également le Sakwata, c'est Adja, Sakwata c'est la terre, c'est donc Revieso. Donc nous avons une intégration de tous les vaudous qui sont là, une cosmogonie plus riche, et c'est tout ce monde-là qui arrive pour célébrer la fête. Donc disons qu'on ne fait pas la fête seulement pour les hommes, mais on a fait la fête avec les dieux pour que les hommes vivent bien sur la terre en respectant les règles qu'ensemble nous établissons. Maintenant, quand aujourd'hui, on prend la pierre et qu'il y a un message qui tourne autour comme recommandation et autres, est-ce que ça s'adresse au peuple Guin ou à toute la nation togolaise? Alors, question intéressante. Est-ce que ça s'adresse d'abord et avant tout, c'est les Guins qui forment une communauté qui pourrait être un État. Ça s'adresse à l'État. Mais la colonisation a intégré les communautés. Nous vivons ensemble à Lomé. Les Guins sont à Lomé avec d'autres populations. Il y a des laires Guins. Donc, si les réglementations sont pour les Guins, c'est à la fois pour les Guins qui sont sur le territoire Guin, mais qui sont également dans la communauté, la diaspora. Par conséquent, s'ils respectent, ça veut dire que cela va dans le sens donc, commun. Et quand ça est dans le sens commun, donc tous sont appelés à respecter. Mais c'est à respecter davantage dans l'ère culturelle des Guins. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de là? Genre, on demande aux Guins d'éviter de consommer certains plats ou bien quelles sont les recommandations qui peuvent être faites pour le Landa par exemple, cette année, aux recommandations les recommandations de cette année, la pierre est blanche. Déjà, les prêtres vont faire leur prière et sacrifice. Déjà, une première chose, on dit communauté de vie. Que tous, on soit ensemble, qu'on ne cherche pas de mal à l'autre. Donc, ça veut dire que quand on veut interpréter les messages, il faut arriver. Il y a une interprétation directe et puis une interprétation plus large.
Donc, communauté de vie suppose, on ne va pas détailler, mais suppose le respect de l'autre. Ça suppose l'humilité. Ça suppose l'honnêteté, la probité. Les 10 commandements pour les chrétiens, déjà, oui. Donc, cette communauté de vie, elle est importante. Mais il arrive, puisque nous sommes dans une zone lagunaire avec des problèmes, dire attention, méfiez-vous parce que l'eau peut emporter des gens. On peut vous dire attention, méfiez-vous, le feu sera dangereux, il peut y avoir des incendies. Donc, faites attention quand vous faites ceci ou cela. On dit gardez les enfants pour qu'ils ne s'approchent pas de la mer et autres. Donc, tout cela sont que des règles de la vie quotidienne adressées aux uns aux autres. Mais il est clair qu'on fait déjà pas mal de cérémonies. On dit, attention, veillez à que les jumeaux soient ceci, cela. Et tout ce qu'on dit, ce ne sont que donc des règles de vie commune, de vie communautaire. Oui. Parce que nous avons toujours ce besoin de la cohésion communautaire. Et c'est ça l'élément fondamental. Donc, toute nation a besoin de vivre. Et pour vivre ensemble, il faut des règles. Donc, ce sont ces règles-là qu'on émet quotidiennement, qu'on répète chaque année. Il y a des éléments qui reviennent chaque année. Parce qu'on ne peut pas dire, attention, battez-vous toute l'année. Non. Ou alors, cette année, la solidarité est de côté, on va choisir autre chose. Non, non, non. Où on s'est dit que ces règles, quand on les rappelle dans ces périodes-là, l'humain que nous sommes, ayant souvent peur des divinités, des entrées et des ancêtres et tout, on prendra plus au sérieux ces règles-là et les appliquer. Que si c'est le chef ou bien si c'est l'autorité politique qui nous le dit, peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand c'est le sacré, on met le sang par terre, on met la farine et puis on dit les choses, on a peur, on va respecter plus encore. Évidemment, ce dont vous parlez, c'est une question très importante par rapport au fonctionnement de nos États. Vous voyez, quand un chef d'État est élu, on dit qu'il va prêter serment. Il prête serment où? Sur la Bible. Est-ce qu'il y croit réellement? Ceux qui sont tout autour, est-ce qu'ils y croient? Ça, oui. Dans notre communauté, nous vivons collectivement par rapport à nos croyances. Quand on dit, Togo vont te faire ceci, le vaudou va te faire ceci, on y croit plus. Ouais. Il serait intéressant qu'on réfléchisse mieux sur cette prestation de serment pour dire voilà ce en quoi les gens croient. Et puis surtout que les Togolais font vite, à partir de là, ils règlent vite, tu juges, si Togo tu ne fais pas, il va te faire ça comme. C'est Jésus et son père, ils sont patients. Professeur, ils traînent là-bas. Vous avez fini? Oui, allez-y. J'ai juste une grosse parenthèse que je voudrais ouvrir. Oui, quand vous parlez... Parenthèse, tu n'as pas fermé celle que tu as ouverte. Non, je l'ai fermée depuis, c'est automatique en fait, ça se ferme automatiquement. En fait, quand vous parlez de la prestation de serment et autres, ça me rappelle juste une chose sur laquelle je ne comprends pas vraiment. Quand on prend les présidents en Occident, notamment le président français, après sa prestation de serment, je pense l'après-midi, il va au niveau de l'Élysée sur la tombe du soldat inconnu. Tu as ça ici? Oui, la tombe du soldat inconnu. Un soldat, ça veut dire que... Et Kouzogbekwe. Il est mort d'une mort violente. Oui. Donc, ça veut dire que la tombe du soldat inconnu, c'est Zogbedi. Oui. Et ils Zogbedi, quoi. Alors que quand on intronise nos chefs traditionnels ici, ils vont aussi à Zogbedi pour des cérémonies. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la République qui a instauré les rituels sur la tombe du soldat inconnu et nos rituels que nos chefs traditionnels font ici sur Azobedi? Là, vous posez une question encore plus profonde. Justement, c'est que nous avons cette dualité qui fait que ceux qui nous gouvernent s'en fichent pas mal de nous. Parce que rien ne les contraint à nous observer, à nous respecter. Alors que ceux qui gouvernent l'Europe, la tradition, quand on dit un chef est intronisé, il y a une période où il va, dans le pays Guinge, bien sûr, il va à Zobé. À Zobé, on rencontre les Ngoli. On vit avec les C'est vrai, ne peut jamais être intronisé. Juste pour ça. Alors, c'est où Zobé? C'est au cimetière? Le Zobé, on peut créer le Zobé. Le Zobé, ça peut être aussi, dans l'initiation phare, c'est la forêt sacrée, le Zou. Donc, vous passez un temps de reclusion. Ce temps de reclusion vous permet de réfléchir à la mission qui va être la vôtre. Et cette mission, c'est une mission de défense
de la communauté. C'est une mission donc de travail pour l'intérêt général. Pendant cette période d'initiation, ça peut être 7 jours, ça peut être 14 jours selon donc les coutumes, tous les anciens qui ont un certain pouvoir passent vous voir et vous transmettent la part de leur pouvoir parce que vous allez finalement incarner toute la communauté. C'est ce pourquoi un roi qui meurt, on ne le voit pas parce qu'il a sympathisé avec les anciens, les ancêtres et il est leur représentant. Donc le pouvoir est toujours un pouvoir sacré. C'est pourquoi quand vous insultez le chef pour faire la réparation, il a dit Alaga. C'est-à-dire? Alaga, c'est un chef qui a été humilié. C'est que toute la communauté doit s'en porter mal. Qui est humiliée. Donc il faut faire des cérémonies. Il devient, c'est comme s'il a perdu la tête. Donc il faut faire des cérémonies. À celui qui a insulté le chef. Le chef là, on l'a humilié. Donc c'est comme il est devenu fou. Oui. Donc il faut le restaurer en faisant les cérémonies parce que il n'est plus n'importe qui. Le chef là n'est plus n'importe qui. Une fois que vous êtes chef, ça veut dire que vous supplantez, vous êtes intermédiaire entre les vivants et les morts et les anciens. Donc vous êtes entre le visible et l'invisible, vous devez pouvoir avoir des messages. Le chef qui dort, qui dit « Ah, j'ai tel songe ». Et c'est pourquoi traditionnellement, à côté donc du chef, il y a le bokono. Son bokono, il dit « Ah, cette nuit, j'ai eu telle prémonition. » Il dit « Allez, appelez le boko. » Jusque dans l'Égypte ancienne, ça se faisait, Pharaon rêvait et puis on fait l'oracle, on dit « Attention, il y a tel risque qui arrive pour la communauté. Y a-t-il une réparation ?» Il y a possibilité de réparation. On fait la réparation. S'il n'y a pas de réparation, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tels malheurs? Donc, rapidement, donc, les interdictions, les règlements, on diffuse à la population et dit attention, il y a tel malheur qui nous guette, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, etc. C'est comme ça que nos communautés fonctionnent. Et le chef est l'incarnation. Et ce chef ne doit pas travailler pour être blessé. Le chef, là, son sang ne doit pas couler. Si son sang coule, il y a anathème. Donc, il faut que la communauté qui a mis le chef en place nourrisse le chef. Grâce à l'idée tantôt qu'on le laisse sous consigne. On partage le travail. On dit, vous allez vous occuper de l'habillement du chef. Vous allez occuper de la nourriture du chef. Et dans cette autre communauté, quand vous allez à la pêche, vous allez à la chasse, certains animaux, quand vous les tuez, il y a une partie que vous devez envoyer le chef pour entretenir. Parce que le chef qui est garant, quand l'étranger arrive, il va dans quelle maison? Chez le chef. Il va chez le chef. Il a le devoir de nourrir l'étranger. Il doit avoir la provision en tout temps. Qui lui donne la provision? S'il ne travaille pas, c'est la communauté. Donc il y a toute cette organisation qui valorise le chef, mais que nous perdons avec le système de république occidentale qu'on nous a apporté. Alors la République, finalement, donc celui qui dirige la République là, et qui prête serment, lui ne va pas à Zobédi, on revient à ça. Il ne va finalement pas à Zobédi. Alors que la République ailleurs, ça va à Zobédi. En France, comme vous disiez, il va à Zobédi. Les chefs vont à Zobédi. Ici, il ne va pas à Zobédi. Nous n'avons pas pris tout d'eux. Nous avons pris le superficiel, on a oublié l'essentiel. Oui, parce que la République n'a pas oublié le côté spirituel, en fait. Oui, oui, c'est bien sûr, on a oublié. Oui, quand vous parlez de la République, dans la France ancienne de l'époque moyenâgeuse, l'Église joue un rôle important dans le sacre des rois. C'est l'Église qui oint le roi et qui lui met donc un chapeau. Ce qui veut dire qu'il est garant de l'existence de l'Église et l'Église est garant de sa reconnaissance. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans nos communautés, ça existait. Mais malheureusement, le colonialisme ne nous a pas apporté. On nous a dit, tout ce que nous on fait là, c'est satanique, etc. Et nous les avons abandonnés pour prendre le superficiel qu'ils nous ont apporté. Et ce qui fait qu'en permanence, nous sommes en difficulté, en conflit avec nous-mêmes, au point qu'on ne se retrouve pas. Nous sommes des sociétés déséquilibrées qui doivent retrouver leur place, leur position pour avancer. Et ce n'est pas demain l'aube de la Renaissance. Est-ce qu'on peut, on va apprendre, hein, on va apprendre les jours. Aujourd'hui, dimanche, comment on dit ça en gain? Est-ce que nos sociétés sont des sociétés de 8 jours? Voilà, c'est ça. Les sociétés varient, les semaines varient d'un jour à d'une communauté à l'autre. Il y a des communautés de 5 ans. Ici, Bé, c'est 5 ans. Nous, Gain, des 5 jours, pardon. Oui, c'est pourquoi des marchés se tiennent tous les 5 jours. Oui. Nous avons donc 8 jours. Mais est-ce que nous avons un nom particulier? L'influence de l'ère culturelle à Caen sur notre culture et même la culture élevée a fait que nous disons Kwasida.
Djoda comme tous les autres. Nous n'avons pas de précis. Il doit en avoir certainement par le passé, mais l'oubli et la prise en compte donc, de la civilisation des autres a fait qu'on n'a plus de désignation en tant que telle. Moi, je ne connais pas la désignation particulière. On dit Kwasida, Djoda, etc. Mais alors, quand vous allez à Baie, on dit Apenogbe, Klingbe. Donc, il y a, oui, parce que là, quelqu'un dit à Seva, Gand et autres villages, on a le calendrier. Exemple, dimanche est Klingbe. Oui, le Klingbe, ça c'est plus élevé. C'est le jour où on fait des cérémonies, donc au Vaudou, on reste à la maison, etc. On ne va pas au champ, etc. Donc c'est un peu leur dimanche. Donc ce n'est pas forcément notre dimanche, mais c'est le jour qui représente dimanche chez eux. Et le il faut 5e voir jour de dimanche. Si ces vagants, ils ont la semaine de combien de jours? Est-ce que c'est 5 jours? Et c'est ça aussi qui est lié au cycle donc, de vie des taux. Il y en a qui le font 8 jours. Mais il y en a qui le font 5 jours. Et quand les gens meurent également, sikodé, c'est-à-dire la libation, si vous êtes donc kekeatonvio, donc c'est après 5 jours que vous le faites. Si vous êtes kekenivio, c'est après 8 jours que vous le faites. Donc tout ça sont des cycles réglés selon donc, les communautés, selon les règles. Donc nous avons des semaines de 5 jours, de 6 jours, selon les communautés. Quand vous parliez, là, quand vous expliquez les choses tout à l'heure, vous revenez souvent aux jumeaux. Vous dites que bon, il y a une journée où vous consacrez aux jumeaux. Et quelle est la place des jumeaux et les triplés? Dans l'organisation de nos communautés, une conception jumellaire n'est pas une conception normale. C'est ça. Donc quand vous êtes né jumeau, ça veut dire, ou jumelle, ça veut dire que vous êtes à la fois une forme de divinisation donc, des jumeaux. C'est pourquoi on met donc un siège vénalisé pour les jumeaux, oui, mais les triplés, pour les célébrer. On en fait pour les triplés également. Une fois que vous êtes dépassé, parce que la norme chez nous, c'est une personne. Chaque conception, c'est une personne. Quand on dit jumeau, ce n'est pas seulement jumeau 2. Non. C'est pour tous ceux qui sont venus. On peut parler de tonovi, benavi, etc. Donc, on vous fait les cérémonies de jumeaux. Il y a des choses. Il y a également d'autres cérémonies qu'on fait. Quand vous avez, par exemple, Messan ou Massan, il y a des cérémonies que l'on fait. Quand vous êtes né, la tête, le pied devant, à Gossou, donc il y a des cérémonies, des sièges que l'on fait. Tout ça, c'est lié à nos conceptions de la vie. Notre cosmogonie a un sens. Chez les Blancs, ils ont également leur sens. Mais nous aussi, nous avons donc donné un sens à notre vie. On a laissé tomber. Par ailleurs, quand vous parlez de divinité, qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez dit 41 divinités. Oui. Il y a les choses que tu n'aimes pas là. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qu'une divinité. Le concept est entré en jeu, nous l'utilisons divinité. Mais quand on dit divinité, c'est quoi? C'est une essence supérieure aux hommes ordinaires et qui peut intervenir dans la vie quotidienne. Donc, moi, par exemple, je suis Saint-Pé et les Saint-Pé, nous avons 2 divinités donc, dans notre coutume. Nous avons Agban Yedi, qui est donc une divinité femelle de la fécondité, qu'on peut consulter, où on peut faire des offrandes et autres, on peut faire des demandes. Mais il y a également Togbe Degbe. Togbe Degbe, c'est une divinité charismatique de notre ancêtre qui était chasseur. Alors, selon la tradition, quand il revient après chasse, il fume ses animaux, donc il met la tête et les fémurs, l'os de fémur, etc., qui met ensemble là-bas, et finalement, il y a de l'argile qui s'est englobée, et c'est là où il fait sa prière avant d'aller faire la chasse, et il y a mis, dans les traditions, son karma. Parce que quand nous parlons de karma, tous nous avons des charismes en nous. Quel que soit, quand un rounon te fait des produits, des potions, comme à l'église, quand il fait, il y laisse, c'est un pouvoir. Et dans la conception spirituelle, la parole, comme même ce que nous avons en nous de force, vient de là, et on estime que en faisant ça, on te met donc un vaudou, une divinité dont la force. Donc, les divinités peuvent être créées. Nous créons des divinités. Leur relation avec le Dieu unique, par exemple. Le Dieu unique. Oui, est-ce que ça existe dans nos communautés? Dans nos communautés, on croit au Dieu Maosobolissa. Même quand on dit Maosobolissa, le Sobolissa, ce n'est pas un Dieu unique. C'est un Dieu double. Il y a le Sobo qui est le fait mâle et le Lissa qui est femelle. Ils ont respecté le genre même. Sobo-Lissa. C'est ce Dieu, donc le Dieu Maosobolissa, Maokatakiti. Donc on l'invoque et c'est toujours donc, le Dieu uni. Ata veut dire père. Donc
Donc ça existe aussi. Donc, on dit Ata Korabi, ça existe. Mais à côté de lui, nous estimons qu'on ne peut pas atteindre Dieu immédiatement. Donc il y a des forces. Il y a des forces tout autour qui constituent donc des divinités auxquelles on prie. Mais et chaque fois qu'on veut prier, on invoque d'abord le Dieu suprême, Ata Korabi. Quelqu'un dira Maosobolisa. C'est ça. Alors quelqu'un veut savoir que veut dire Tétine no agbe tekane vouble. C'est la relation avec Inyam? Évidemment. Évidemment. Et Téti, c'est quoi? C'est pour demander l'abondance. Oui. L'abondance. Quand on veut faire une butte et on plante la tête d'igname. Quand ça pousse, il faut un tuteur. Oui. Le Téti, c'est le tuteur et il faudrait que ça tienne debout. Et que, pour que les feuilles s'épanouissent. Et plus les feuilles s'épanouissent, l'igname va avoir de l'épaisseur. Et donc on prie que la production soit abondante de manière à ce que la communauté n'ait pas faim. Donc on peut souhaiter ça à ton anniversaire. Je peux te souhaiter Tétine no agbe tekane vouble. Tétine no agbe tekane vouble. On peut que tu dis joyeux anniversaire, machin chouette aussi. On peut se souhaiter ça. Pourquoi pas? Et puis c'est normal aussi, s'il n'y a pas de Téti. S'il n'y a pas le tuteur, il ne peut pas monter. Au fond, c'est une image, c'est pas seulement dans le domaine agricole. Quoi. Non, c'est une image, oui, c'est une image globalement, oui, c'est que tout marche bien, que tout... Professeur, quand il y a des gens qui ont des soucis, on dit il faut que tu retournes au village pour consulter. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que quand on se déconnecte un peu avec les divinités de nos communautés, de nos familles, ça peut avoir de l'incidence sur la vie, sur soi? Quand vous n'êtes pas équilibré, ça veut dire que vous êtes en conflit, soit avec vous-même à l'intérieur, ou bien c'est un conflit avec votre environnement. Donc dire aller au village, c'est aller rechercher cette harmonie. Et l'harmonie, c'est à la fois l'harmonie avec soi, mais l'harmonie avec les autres. Et de cette harmonie, vous retrouvez donc votre sérénité. C'est en cela que aller au village, il ne s'agit pas seulement d'aller se coucher au village, mais c'est une demande pour que vous faites l'introspection pour voir qu'est-ce qui vous gêne. Parce qu'il y a des maladies liées également à notre psychologie, liées à nos rapports avec les autres qui font qu'on ne s'entend pas toujours, on est fermé, on est stressé. Mais si on peut régler ce problème relationnel, eh bien, on a guéri en partie la maladie. Parce que c'est au fait quand notre corps est faible que la maladie... Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui être foncièrement de chez soi, vous gain, respectant vos traditions, les divinités, les traditions de maison, et être un bon chrétien? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dichotomie. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Aller à l'église, puisqu'on dit, c'est sur la foi de l'abbé, pour ceux qui croient en la Bible, que tu n'as qu'un seul Dieu, machin, etc. Et donc, dans les croyances comme ça, on dit, autant tellement qu'il y a certaines personnes qui refusent de faire les rites de veuvage, qui refusent de faire à des vitaux, des pratiques de maison, de famille. On ne le fait pas parce qu'on se dit que c'est en contradiction, c'est en conflit avec la foi chrétienne ou musulmane qu'on a. C'est parce qu'on n'a pas compris. Et je reviens toujours à la question de l'identité. Pourquoi on fait sortir de l'enfant? Mais on l'a fait dans la Bible. Jésus a été présenté au temple. On veut aller au temple aussi, quand pas à la maison. On fait sortir de l'enfant, il y a des principes importants. L'enfant naît à l'intérieur. Et cet enfant va sortir. Quand il sort, il sera en contact avec les éléments fondamentaux de la vie. L'air, la chaleur avec le soleil, l'eau, la pluie. Mais il va marcher sur la terre. Voilà les 4 éléments qu'on symbolise dans la sortie de l'enfant. Je ne vois pas où se trouve le vaudou là-bas. On dit, à partir d'aujourd'hui, et c'est en ce moment-là qu'on fait la dation de nom. On dit, voilà, tu vas t'appeler comme ça. Et tu vas sortir, tu auras le soleil. On te montre le soleil. Tu vois le soleil, on montre le soleil. On jette l'eau sur le toit, l'eau tombe, l'eau vient. On pose l'enfant par terre pour qu'il prenne contact avec la terre, le sol, etc. Et l'air. Et ces 4 éléments, c'est comme on t'introduit dans le monde.
c'est notre pratique, c'est notre façon de faire. L'Église va baptiser avec de l'eau. On te donne également le nom là-bas. Si cette pratique chrétienne qui est arrivée, vous voulez supplanter avec nos pratiques africaines, c'est chacun à son choix. Donc moi, je ne trouve pas d'opposition en disant ceci. Le veuvage, c'est quoi le veuvage? Le veuvage est une façon de tourner la page. Quand vous avez une page, vous êtes avec un homme, vous avez fait une vie commune. L'homme vient à disparaître. Est-ce que vous allez partir avec cet homme? Ou vous allez partir? Non, je vais rester. Hein. Donc si vous voulez rester, alors il faut pouvoir tourner la page. Oui. Tourner la page, ça veut dire que cette vie que vous avez menée ensemble, vous avez intériorisé des choses, vous avez passé des choses, il faut pouvoir tourner la page au vu de la société, mais également faire le deuil à l'intérieur de vous-même. Oui, mais à ce propos, est-ce que les hommes font la même chose? Oui, c'est pour les deux conjoints. Les hommes aussi ont fait la même chose. Mais comme nous sommes une société patriarcale, ce qu'on fait aux femmes est davantage plus important que ce qu'on fait aux hommes. Mais les hommes également font haro. Donc, vous devez... Et dans tout ça, on vous enferme un peu, on vous isole. Et dans cet isolement, vous avez à réfléchir, à penser à tout ce qui s'est passé. Et maintenant, on vous dit, au Magban, vous séparez, donc vous ne mangez plus ensemble, vous ne faites plus les choses ensemble. À partir de ce moment, on dit, cette page est fermée, vous pouvez ouvrir une nouvelle page pour une nouvelle vie. Quand on te le fait, ça veut dire que tu reviens, tu renais. Nous avons plusieurs cérémonies qui se font. Il y a par exemple le fait qu'un enfant qui est agité, etc., on dit Bessi. Bessi, il est défouné. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bessi, c'est, je dis, une forme de destin, de destinée qui fait qu'il est agité. S'il est agité, on dit, on fait des cérémonies, on le rachète, on fait des pentacles tout de suite, on le sort, comme on le ramène à vie nouvelle pour laisser tout ce qu'il savait, qu'il faisait de mauvais là pour revenir. Mais c'est symbolique. Derrière ça, toute la communauté familiale qui est là va comprendre, on l'a sorti. Même l'enfant qui subit sans que quelque chose ait été fait. Et il faut maintenant que vous l'entouriez autrement, d'amour, de relation, de manière à ce qu'il change effectivement. C'est ça donc le sens de notre activité. Donc tout est symbolique, tout a un sens. Il faut comprendre le sens pour demeurer chrétien et traditionnel. Authentique toujours. Vous nous expliquerez la source de Tok Bouziki, la question de notre téléspectateur. On invite Stéphane Aviti qui a une annonce pour nous. Oui, en attendant, professeur, quand est-ce que Ahokachola intervient? Lui là, c'est un imposteur. Ahokachola. Quand est-ce qu'il intervient? C'est un vrai bandit. Dans le veuvage. Il ne peut pas intervenir directement dans le veuvage. Ce qui peut l'amener, c'est parce que on ne veut pas... Je vous dis que nous avons voulu une communauté solide où il n'y a pas du mal. La femme qui va rester seule peut s'adonner à une vie qui ne soit pas correcte. Cette femme qui a eu des enfants, qui va éduquer ses enfants, faut le voir. Et dans certains contextes, dans certaines cultures, on dit, cette femme, nous allons la garder dans notre communauté. Mais qui peut la garder? Alors, il y a des règles selon les communautés. On dit, soit c'est l'oncle qui prend, mais l'oncle ne prend pas. On peut faire ça sans consommer le mariage. Quand la femme est jeune, on peut consommer sous forme de lévira, etc., que l'on fait. On peut consommer le mariage, mais l'avantage, c'est que les enfants demeurent dans la famille avec un père. Ouais. Le patrimoine de la famille est resté là. Or, quand c'est la femme qui part avec les enfants, l'éducation est ratée. Donc, voilà pourquoi il y a un certain nombre donc, de règles dans les communautés. C'était pas bête avant. Il y a des limites à ne pas dépasser. C'est quand on dépasse que finalement ça amène des conflits. Alors rapidement, professeur, Tok Bouziki, ça vient d'où? Décidément. On veut tout savoir aujourd'hui. Alors, le Tok Bouziki. Jésus est parti. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Vous qui êtes chrétiens. Je vous laisse. Il a laissé un sacrifice à faire en son honneur. L'Eucharistie. Pas que l'Eucharistie. L'Eucharistie. Nos communautés aussi ont réfléchi. Celui qui est parti, celui qui a fait tant de bien. Il n'y a pas de Tok Bouziki pour tous les ancêtres. C'est l'ancêtre qui a marqué la communauté, qui a fait du bien. C'était rendu à Tok Bouziki et on fait donc
le comme s'il était toujours là. Le siège qui symbolise cette présence. Et autour donc, du Togbe Zikwe, vous devez être... Quand il y a conflit, vous dites, il y a Togbe Robin. Et on est là. C'est comme s'il est là, sur le siège, et c'est lui qui fait donc, symbolique du règlement. Et vous y êtes là. Donc le Togbe Zikwe, c'est le siège qui représente l'ancêtre qui a vécu. Et à l'église, avec Vatican II, il est question donc d'invoquer les ancêtres qui ont bien vécu. Parce que quel jour on va canoniser mon ancêtre? Mon ancêtre, mon père était un homme très bien pour moi, qui a fait tant de choses. Est-ce que je l'oublie donc du jour au lendemain? J'estime que s'il est là encore, il va continuer de me protéger. Et je peux l'invoquer. Et dans l'église, on invoque son ange gardien. Les ancêtres sont comme nos anges gardiens qui sont encore là et qui continuent de vivre. Donc quand on l'invoque, je ne crois pas que ça soit en contradiction avec la foi. chrétienne. Même l'ange que vous évoquez, qui est donc cette force-là, est-ce que ce n'est pas l'ancêtre que vous évoquez? L'ancêtre de quelqu'un d'autre aussi. Oui, mais si vous permettez, nos traditions, nos rites, le rituel, tout ça, le fonctionnement là, vous pensez que ça va être là pour toujours ou ça pourra disparaître un jour? Si ça doit disparaître, ça dépendra de vous et moi, de comment nous perpétuons, de comment nous comprenons, comment nous l'expliquons aux générations. Parce que il faut dire que le colonialisme n'a pas été seulement un fait de surface, ça a été un fait en profondeur qui a fait que on nous a volé notre identité et nous contribuons à perdre cette identité par les pratiques quotidiennes, par notre système d'éducation. On a dit ça c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais et on répète. Donc il est temps que nous revivions cette culture pour qu'elle ne se perde pas. Parce qu'évidemment, elle se perd du fait du système éducatif dominant qui est là. Nous sommes dans une société de dominant-dominé. Le dominé, il nous domine psychologiquement, il nous domine sur le plan religieux et finalement, il prend toute notre âme, notre personnalité. Oui. Il est temps que nous retrouvions notre personnalité face à l'autre. Parce que l'autre est toujours... il veut toujours envahir. Il veut conquérir. L'autre veut toujours envahir. C'est clair. Faut-il nous laisser envahir ou bien retrouver notre identité à travers les pratiques? C'est vrai que certaines de nos pratiques peuvent sembler rétrogrades, etc., parce qu'il y a telle évolution, mais il nous faut nous asseoir pour voir qu'est-ce qui est positif, comment les cultiver, comment les transformer. Parce que la culture n'est pas statique, elle évolue, mais elle évolue dans le sens où les hommes doivent bien se sentir dans leur environnement et entre eux. Parce que le vivre ensemble est important et l'harmonie avec la communauté et l'environnement physique est également important. Alors, on est dans le mois du consommer local. Consommer local, ce n'est pas seulement se dire je mange local, ce n'est pas seulement se dire je prends une épargne tissée que tout le monde ne porte pas d'ailleurs. On va porter des wax. Arrête ça tout de suite. Consommer local, c'est consommer aussi des produits et services locaux, le tailleur du coin ou alors l'informaticien du coin, l'expert international qui est togolais, on peut lui faire appel. Consommer local, c'est aussi ça, retourner nos traditions, consommer nos traditions, les connaître pour redevenir nous-mêmes, redevenir cet être que nous avons cessé d'être depuis et qui perturbe beaucoup notre évolution. Le consommer local, c'est aussi ça, c'est nous replonger voilà quoi, dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos familles. Si on a la chance d'avoir des personnes âgées autour de nous, c'est de retourner vers elles pour qu'elles puissent nous expliquer des choses, leur poser des questions pour mieux nous découvrir. C'est ça aussi le mois du consommer local. Faisons ça. Faisons ça. Professeur, merci énormément pour toutes ces belles explications que vous nous donnez. Je découvre, oh, combien l'immensité de mon ignorance. Merci d'avoir comblé un grain de sable que vous avez laissé dans l'océan, dans l'abîme de mon ignorance. C'est déjà quelque chose. Merci quand même de rester avec nous. Stéphane Awiti, bonjour, merci d'être là. Bonjour. C'est un autre ça. C'est un autre aussi qui... Il dévoue sa vie pour la cause des autres. Oui. Merci pour tout ce que vous faites, Stéphane Awiti. Octobre Rose se poursuit. Votre travail, vous ne le faites pas qu'en octobre. C'est tous les jours de votre vie que vous êtes engagé pour ça, mais plus encore dans le mois d'octobre. Et là, vous venez spécialement ce matin pour passer une annonce. Stéphane. Oui, merci. Et avant d'aborder notre sujet, permettez-moi de rendre hommage au professeur Goyakwe, que je suis avec beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration au quotidien. Souvent, quand j'écoute ces interventions, vraiment, on sent que le Togo regorge, vraiment.
Et merci de m'accueillir encore aujourd'hui. Et le premier communiqué, ça concerne la campagne de dépistage qui a démarré depuis le lundi et le 10, qui se poursuit tout au long d'un mois. Donc, ça finira le 9 novembre. Le 9 novembre. Mais les femmes qui nous appellent demandent quand ça va finir. Quand ça va finir, je pense que... Ça finit le 9, ça ne sera pas prolongé. Elles font des erreurs. Et il faut qu'elles y va très tôt, parce que la machine ne peut pas faire le nombre qu'elle doit faire par jour. Voilà. Donc, si vous permettez, je cite rapidement les cliniques et les hôpitaux. Nous avons l'hôpital Hôtel des Lits, nous avons la clinique Biassa, et la clinique Alpia, la polyclinique Rosino et Gbogbo, à Didogomé, je vais vers Madaomé, il y a la clinique Isis, il y a l'hôpital Source de Vie, il y a Enroth, la clinique des Roses, qui s'est déménagée vers Gualpedo. Okay. On est en train de voir comment l'hôpital d'Anéron puisse régler le mammographe. L'hôpital d'Anéron, le mammographe est en panne. Oui, s'il y a les bonnes volontés. S'il y a les bonnes volontés, ça désengorge la région et la préfecture des lacs. Et tu dis que la panne là-bas, on ne peut pas réparer, c'est ça? Bon, on peut réparer. Il faut réparer. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a besoin de bonne volonté. Non seulement on peut réparer, mais je pense qu'on doit avoir un mammographe de secours. Non, ça y est, c'est pour l'avenir. Oui, donc aujourd'hui, dans cette campagne-ci, il n'y a pas ça à Néron. Il n'y a pas ça à Néron actuellement. Et on espère que même si ça se répare, on va voir quelle formule trouver pour qu'on puisse organiser une campagne spécialement pour Néron. Parce que ça sert vraiment beaucoup les femmes. Beaucoup, les gens nous appellent d'Afania, Enfouin, Vaucan, etc. Voilà, Togovi, tout ça, c'est là où ça dit. Non, donc Octobre Rose pour votre campagne, c'est Lomé seulement, comme on dit encore, non? Oui, le problème, il faut un mammographe. Comme on a l'habitude de le dire, il faut que l'État puisse vraiment avoir un regard sur cette lutte. Comment. Parce qu'une femme qui veut faire ce geste, qui veut faire ce dépistage, elle doit quitter le Nord, par exemple, pour arriver à Lomé, pour faire une simple mammographie. Le déplacement aller-retour même dépasse le prix forfaitaire. Voilà, vous voyez. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Continuons pas à faire le plaidoyer, continuons pas à parler. Je pense que ça... Mammographe d'Anéron est gâté de changer. Voilà. Et il y a d'autres cliniques. D'abord, on n'a pas de mammographe de pouvoir. Cara n'a pas de mammographe de pouvoir. Sokodé n'a pas de mammographe de pouvoir. Atakpame, 0 pointé de pouvoir. Palimé n'a pas de mammographe de pouvoir. Lomé, je te connais un mammographe. Il n'y a pas de mammographe. Il y a mammographe à Tokwe. Non, je n'ai pas dit. J'ai déjà dit. Je parlais pour les autres. Non, aucun problème, apparemment. Il y a un mammographe, mais. Bon. Ce n'est pas dans la campagne. Ok, apparemment. Donc c'est le mammographe. C'est moi qui suppose. Quoi, ça coûte cher. L'appareil là, c'est pas plus qu'une. Non. Si nous disons que c'est plus cher, c'est pas plus cher que la vie d'un être humain pour sauver la vie d'un être humain. Mais ça peut coûter combien, M. Awiti? Bon, je n'ai pas l'estimation, mais je sais que même si ça doit coûter 100 millions, je pense que ça vaut la peine. Il n'y a rien de plus cher que l'État. Voilà. Donc, et puis le mammographe de Anéron, là, je pense que c'est une bonne volonté qui vous a donné ça, non? Ou bien vous avez acheté? Non, on ne peut pas donner. Non, c'est le chef Lawson. C'est le chef Lawson qui a pu faire négocier pour faire venir ça. L'histoire, il a fait. Maintenant, il n'est plus là. Il faut que d'autres... Et maintenant, c'est gâté. Il est allé en Europe. Je pense qu'il a négocié, il a trouvé l'urgence dans sa localité, dans son... J'aimerais intervenir, mais combien je dois dépenser? Asseyez-vous seulement. Il y a la campagne qui vient, il y a un téléthon. Cotisez votre argent, déposez. Il y a un téléthon. Oui, le téléthon, on va lancer bientôt. Il faudrait que l'IS puisse nous servir de relais. Nous sommes en train de préparer ce téléthon pour que ça soit une réussite. C'est pour ça qu'on n'a pas encore lancé. Il faut donner. Et ce téléthon, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous donner des idées pour réussir ce téléthon. Si vous êtes en train de nous écouter, vous avez des idées pour qu'on puisse réussir. Vous avez de l'expertise. Voilà, pour qu'on puisse vraiment aider la population
qui souffrent du cancer du sein. Alors justement, il y a des cas, hein, l'appel aujourd'hui, c'est à toutes ces personnes, à tous ces nombreux cas qui n'arrivent pas à se faire prendre en charge, que vous avez lancé un appel. Oui, ça maintenant, ça c'est une nouvelle que j'aimerais apporter à toutes les femmes qui sont dans ce besoin du cancer du sein. C'est une nouvelle et nous espérons que ça finira par réussir pour que ça soit pérenne. Pour le moment, c'est l'expertise, nous sommes dans la prospection. Toutes les femmes qui ont commencé le traitement du cancer du sein, bien sûr, et qui se sont arrêtées à cause des moyens financiers, puissent nous appeler avec tout leur dossier. Les données histologiques, tout. Tout le dossier tout médical. Le dossier. Ça, c'est le premier cas. Toutes les femmes à qui on a fait toutes les analyses, le scanner, la biopsie, les examens anatomopathologie, tout. Il faut rappeler le numéro. Il faut rappeler le numéro. Il va citer les cas et puis on va rappeler le numéro. Et qui ont le protocole en main pour faire le traitement médical, qui n'ont pas les moyens, n'ont qu'à nous adresser leur dossier aussi. Maintenant, les femmes qui ont fini le traitement, qui sont sous produits anti-oestrogènes, qui n'ont pas les moyens pour s'acquérir chaque mois à plus de 20 000 francs, puissent aussi s'adresser à nous pour voir ce qu'on peut faire. C'est un dossier pour voir tous les besoins pour le Togo. On veut recenser les en besoins, matière de lutte contre le cancer du sein, on commencera par là. Avec le temps, si on a encore des trucs là. Maintenant, la population peut nous appeler à travers, trois numéros. Le 90, 15, 91, 94. Pause. 90. On va demander vous pourrez nous les afficher, s'il vous plaît. 90, 15, 91, attendez. 90, oui, on 15, 90, 15, 91, 94. Le deuxième. 90. Oui, 18, 23, 67. 23, 67. Oui. Bon, on voit le troisième tant qu'on y est. 90, 04, 88, 34. Pause. 90, 15, 91, 94. Voilà. Le deuxième, 90, 18. 90, 18, 23, 67. 23, 76. Oui. 67. 67. Okay. Voilà. C'est le coordonnateur de la campagne de Et le troisième? Et le troisième, 90, 04, 88, 34. C'est la secrétaire générale de la Ligue. Donc voilà. Super. Donc, les numéros vont s'afficher à l'écran. Comme on sait le faire d'habitude, les numéros vont s'afficher et vous prenez votre téléphone, vous en prenez une photo, comme ça, et puis vous êtes sûr d'avoir tous les numéros. On rappelle les femmes dont on demande les dossiers. Donc, Stéphane a dit les femmes qui ont tout leur dossier médical. Qui ont commencé le traitement médical. le traitement de leur cancer de sein, mais qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, qui sont arrêtées par manque de moyens financiers. Et elles sont dedans. Les femmes qui ont tout fait et ont le protocole pour faire le traitement médical, qui n'ont pas pu commencer, faute de moyens financiers, sont dedans. Et les femmes qui ont fini le traitement qui doivent prendre les produits anti-oestrogènes, qui n'en ont pas les moyens, ou bien qui ont des difficultés, ces besoins, nous pensons les lister, les regrouper pour voir comment le besoin. On peut les aider. Et voir comment les aider. Parce qu'il faut que vous ayez une idée globale du besoin sur le terrain, aussi bien pour le Téléthon que pour les lobbies internationaux, il faut savoir. Voilà. Et pour la collecte de fonds, le Téléthon que nous allons lancer, je pense que tout le monde est concerné. Si tous les Togolais puissent maintenant, par déclic, dire que je suis engagé dans cette lutte, je pense que l'État va nous accompagner. L'État fait quelque chose déjà, mais nous-mêmes, soyons vraiment dans une solidarité agissante pour que vraiment on sente que nous sommes solidaires pour réussir cette lutte. Cette lutte, chacun doit s'approprier cette lutte. Parce que si vous voulez comprendre pourquoi je me décarcasse pour venir chaque fois, pour bien aller chez les... Allez-y au CHU, voir ces femmes, voir la réalité de ces personnes victimes du cancer dans leur lit d'hôpital. Vous n'allez plus chercher ailleurs. Je pense que ça vaut la peine d'aider. C'est la manière la plus simple de remercier notre bon Dieu. C'est vrai qu'il est malade ici. Est-ce qu'il n'est pas possible également d'accompagner votre campagne des mesures pour que ça n'arrive pas? Ah, ça, c'est surtout ça, la prévention. La prévention, on est déjà toujours dans la prévention. Et nous venons de faire 2 semaines de ce mois d'octobre. La semaine prochaine, nous rentrons dans beaucoup d'activités de sensibilisation. Et nous avons fait, même le lancement officiel se fait toujours avec une conférence débat de haut niveau, 6 communications. Et c'est la population que nous invitons souvent. La dernière fois, c'était à l'École nationale des sages-femmes. Même les étudiants de l'École nationale des sages-femmes, on les a impliqués pour que demain, elles puissent voir ce qui les attend demain, ces étudiants de sages-femmes.
Et la population, chaque fois, nous pouvons dire que nous faisons beaucoup déjà par les médias, la médiatisation que nous faisons. On ne dort pas. On est sur tous les médias presque. Le message passe quand même. On est sur tous les médias, les réseaux sociaux et même les presses en ligne. Tellement de dossiers que nous faisons. Mais nous allons rentrer sur le terrain. Nous allons rentrer sur le terrain la semaine prochaine pour aller dans les écoles, dans les marchés, etc., pour sensibiliser. Ça, nous le faisons chaque année. Nous rentrons dans des marchés où nous sensibilisons tout le marché. Donc, la sensibilisation est déjà rentrée dans les mœurs. Le dépistage précoce aussi rend petit à petit d'être vraiment pris en compte par les femmes. Mais après le dépistage précoce de ces femmes, et malheureusement, si on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a aucun mécanisme, parce que il n'y a rien, c'est lourd. Une personne seule ne peut pas faire face à ce... Allez, on va faire un petit stop de quelques secondes pour vous annoncer l'émission Débat éducation de mercredi prochain. On revient clôturer l'émission. Firmin, si vous permettez, s'il vous plaît. Le monde entier a célébré le 5 octobre la journée mondiale des enseignants. C'est un symbole fort pour amener tous les enseignants à prendre conscience de leur rôle. Au Togo, la FUSEN s'est prononcée sur les réformes engagées par le ministère des Enseignements primaires et secondaires. Nous trouvons ça contraignant parce que nous sommes presque vraiment dérangés par ces réformes, mais c'est salutaire. Tout le monde doit comprendre que le monde change et nous devons évoluer aussi avec le temps. Tout à fait. Des attentes sont exprimées par les syndicats à l'endroit des élèves et des parents d'élèves. Débat éducation, c'est ce mercredi à 15h, rediffusion à 23h30. Super, la cruciale question des réformes au sein de l'éducation à la lumière de la journée de l'enseignant, le 5 octobre sera donc le sujet dans le débat éducation mercredi prochain avec Marcel Toy. Merci de rester branché de tout de suite jusqu'à mercredi. Ne débranchez pas. Merci, professeur Goyakwe. Michel, merci énormément pour toutes ces explications. Vos anciens étudiants, les populations, les gens réagissent énormément. Que de choses qu'on doit savoir et qu'on ne sait pas. Vos explications étaient claires, précises et je dirais même des fois chirurgicales, même si vous avez des fois refusé de rentrer trop dans les détails. Mais nous, on a pris ce qu'on devait prendre, ce qui était pour nous, on a pris. Merci pour la disponibilité. On vous captera toujours comme ça, on vous sollicitera. Merci de dire oui pour les prochaines invitations. Eh bien, j'essaierai dans la mesure aussi, parce que retraité, mais je suis toujours actif. C'est clair, vous ne pouvez pas être inactif. Actif dans mon patelin. À qui le dites-vous? C'est normal, ce n'est que normal. Merci énormément. Stéphane, merci. Les numéros, voilà, les numéros sont là. On va prendre le temps juste de prendre la photo. C'est juste un numéro là. 90 15 91 94 90 18 23 67 et puis 90 04 88 34 pour le cancer du sein, pour toutes les femmes qui sont dans la situation que Stéphane a listée. Vous n'avez pas pu commencer votre traitement, vous n'avez pas pu continuer votre traitement, vous avez des produits que vous n'avez pas encore achetés, mais vous avez tout votre dossier qui est là, le diagnostic qui est fait. Appelez ce numéro et envoyez votre dossier. Il peut avoir une petite lueur d'espoir pour vous. Voilà. Merci Stéphane. On reviendra sur cette lueur d'espoir le week-end prochain. On ne va pas déballer. C'est clair. Il ne faut pas vendre la peau du... Avant de la attraper. Quel que soit le cas, on l'a quand même attrapé. On a une patte de ce loup-là. On tire. Merci les amis. Passez un très bon dimanche. Servez beaucoup de yaourt, moins de chocolat. Beaucoup de chocolat aussi. Beaucoup de chocolat pour moi. Les deux vont ensemble. Éléonore, portez-vous bien. Gracia, bisous à Karine et à maman Karine. Bon, moi j'ai tout dit. Professeur, si vous deviez placer un dernier pour la route. Oh, c'est une invitation aux responsables du système éducatif chez nous pour qu'ils introduisent davantage les connaissances de notre culture de manière à permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître et de fixer notre identité dans cette compétition mondiale où on peut se faire valoir qu'à travers son identité. C'est ça. Il y a quelqu'un qui nous bénit, qui nous dit merci beaucoup, que les dieux de nos parents vous bénissent. Elache, c'est ça non? Amigo Dogodo Elache. Ça, on ne peut pas passer un meilleur dimanche, je crois. Samedi prochain pour un nouveau direct. Mardi, après le journal de la nuit, pour la rediffusion de l'émission. Bye bye.